Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent avec nous ce soir, que ce soit en physique ou en ligne. J'aime en débat et très heureuse aujourd'hui de recevoir Monsieur Aurélien Barraud pour cette conférence. C'est assez particulier pour nous parce que c'est à la fois une nouvelle conférence très intéressante qui va être animée à la fois par Baptiste et par Evron, mais également une des premières conférences où on peut recevoir un public, même malgré les contraintes. Donc nous sommes très heureux. Nous remercions bien évidemment le comité Sustainability de notre école qui a fait appel à nous pour animer cette conférence. Et nous remercions également Grenoble École de Management de notre école qui nous permet de réaliser chaque année de nombreuses conférences, dont celle-ci ce soir. Voilà, nous allons, avant de commencer la conférence et votre présentation, Monsieur Barraud, nous allons commencer par une de nos traditions, c'est le billet d'humeur, avec Benjamin et Jordan, qui vont vous faire une petite présentation de votre parcours. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne conférence. On va applaudir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur Barraud. Vous naissez le 19 mai 1973 à Neuilly-sur-Seine, ville où vous faites vos études, et notamment votre classe préparatoire Maths Sup Maths B de 1990 à 1992. Vous vous envolez ensuite pour Grenoble, où vous intégrez notamment l'École nationale supérieure de physique, dont vous sortez major de promotion avec un diplôme d'ingénieur en 1995. Et parce que finir major de promotion une fois, ce n'était pas assez pour vous, vous finissez également major de promotion à l'université Joseph Fourier, où vous obtenez un diplôme d'études approfondies en physique de la matière et du rayonnement. 3 ans plus tard, vous obtenez votre premier doctorat en astrophysique dans cette même université. Et puisque cette fois, il n'y avait pas de promotion, vous vous contentez de recevoir la mention très honorable et les félicitations du jury. Histoire de parfaire votre CV, on notera également votre prix international Bogolyubov de physique théorique Young Scientist en 2006. Quand vous n'êtes donc pas major de promotion, il vous faut trouver des médailles. Professeur à l'Université de Grenoble, vous dirigez également le centre de physique théorique de Grenoble-Alpes et travaillez en même temps au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Beaucoup de mots et donc beaucoup de casquettes qui font de vous un spécialiste en la matière. Pour preuve, vous êtes responsable du Master 2 intitulé Physique subatomique et cosmologie à l'UGA. À l'heure actuelle, vous travaillez principalement sur les questions d'astronomie gamma et de gravitation quantique. Vous qui optez pour la vulgarisation, vous comprendrez que nous ne donnerons pas plus de détails pour ne pas perdre l'auditoire dès le début de la conférence. Pour revenir donc à des choses plus terre à terre, parlons de votre engagement dans l'art. Vous êtes titulaire d'un doctorat en philosophie obtenu en 2016 à l'université Paris-Sorbonne. Physicien, scientifique, philosophe et nous le verrons poète, vous êtes en somme un d'Alembert des temps modernes. Vous êtes membre du comité de rédaction de plusieurs revues poétiques ou culturelles, respectivement nommées Hors Sol et Diacritique. À ce titre, on peut aussi vous considérer de poète à vos heures perdues. Vous écrivez Variations avec Mathieu Brosseau sur le thème de l'animalité, puis Météorite, ou fidèle à vos racines scientifiques, vous traitez du fragile et de l'instable. Toujours dans le monde des arts, vous vous plaisez à combiner physique et philosophie, notamment en mettant en avant ce possible multivers. En parlant de science et philosophie, parlons d'une des casquettes qui vous est attribuée, la collapsologie. Plus précisément, on vous donne cette étiquette de partisan de la collapsologie, théorie qui prédit la chute de notre civilisation industrielle. De votre côté, vous préférez vous tenir en retrait de la mouvance collapsologue, telle que vous l'exprimez, préférant plutôt le thème ou la théorie de la décroissance. Venir parler de décroissance dans une école de commerce, Paris osé. N'hésitant pas à prendre position, vous affirmez notamment la 5G tue, dans le sens où il s'agit d'un besoin arbitraire. Dommage pour nous, étudiants d'école de commerce, qui comptons faire des conf-calls dans les plaines mongoles. Bon, maintenant qu'on a utilisé plus ou moins de mots savants, il faut rappeler une seconde fois que vous êtes un adepte de la vulgarisation, désacraliser le savoir et le rendre accessible en dehors de l'élite. Voilà une mesure qui pourrait ressembler bien socialiste. Habile transition politique de notre part, puisque cela nous amène vers votre engagement politique. Sans surprise, vous optez pour une écologie politique et notamment, vous coécrivez une tribune avec Juliette Binoche, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, paru à la suite de la démission de Nicolas Hulot au poste de ministre de l'écologie en 2018. Des mesures radicales, donc, pour se battre convenablement contre le réchauffement climatique. On a déjà vu ça dans des villes comme Grenoble. Vous publiez, par ailleurs, un livre du même nom en 2019, où vos mots, ils sont simples.
Si on ne cesse pas avec cette obnubilation pour la croissance et le PIB, on court alors à notre perte. En somme, vous qui semblez être un homme aussi habile, tant avec les formules mathématiques que syntaxiques, de quoi songer à vous inscrire à des chiffres et des lettres. Monsieur Barrault, vous faites l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui, chez nous, pour une conférence autour du thème « Une révolution face à l'extinction ». C'est sur cette référence habile que nous laissons la parole à Baptiste Héredon et à vous, Monsieur Barrault. Merci à tous de votre attention et nous vous souhaitons une agréable conférence. On y va. Très bien. Merci beaucoup pour ce billet très amusant et très bienvenu. Et au-delà, bien sûr, merci pour votre invitation. Alors, je vous propose que nous réfléchissions en 3 temps. D'abord, je vais commencer par un petit bilan que je fais de plus en plus court au fur et à mesure que j'interviens parce que je commence à prendre espoir que tout le monde soit au courant de la situation globale. Ensuite, je tenterai d'esquisser quelques interprétations sur le pourquoi de cet état de l'art, pourrait-on dire, catastrophique. Et enfin, nous ébaucherons quelques solutions possibles. Alors, pour ce qui est de l'état du monde, je vais commencer par un rapport de l'ONU qui est paru il y a quelques jours, donc qui est vraiment au cœur de l'actualité, et j'en cite quelques phrases. Les hommes mènent une guerre contre la nature qui est insensée et suicidaire. Ses conséquences sont déjà visibles au niveau des souffrances humaines, des effondrements économiques et de l'accélération de l'érosion de la vie sur Terre. Cette triple urgence menace notre viabilité en tant qu'espèce. Il est clair que notre guerre contre la nature a déjà cassé cette planète. Bon, l'ONU n'est pas un organisme particulièrement alarmiste. Il y a quelques mois, l'ONU toujours évoquait concernant la situation des humains sur la Terre une, je cite, menace existentielle directe. Nous allons donc parler de choses sérieuses. Ni de physique, ni d'économie, ni votre spécialité, ni la mienne. On va parler de la fin du monde, c'est-à-dire qu'on va faire face à ce qui devrait, je crois, en toute rationalité, nous obnubiler. Alors, si vous voulez bien, je commence par un bilan, parce que je me rends compte que certains, souvent d'ailleurs par mauvaise foi plus que par incompétence, veulent croire qu'il s'agit d'une peur du futur. Or, je voudrais vous montrer d'ores et déjà qu'il s'agit déjà, que nous sommes au cœur d'une catastrophe qui est en cours et non pas simplement qui est projetée sur des temps dont nous ne connaissons pas encore éventuellement les échéances. Alors, ce bilan, quel est-il? Au niveau des non-humains, d'abord. Au niveau des non-humains, je crois qu'il se résume en un chiffre, 60%. Nous avons perdu vraisemblablement 60% des insectes en quelques années, ce qui est une catastrophe incommensurable. Nous avons perdu 60% des animaux sauvages en quelques décennies. Et nous avons perdu 60% des arbres en quelques millénaires. Donc ça, c'est fait. Voilà. Donc, plus de la moitié des vivants sont morts, c'est derrière nous. Donc, on ne peut pas aujourd'hui raisonnablement se placer dans une posture de doute, puisque ceci est déjà à l'œuvre. Au-delà, je cite quelques chiffres un peu aléatoirement, pour que quand même notre imaginaire s'imprègne un peu de la réalité des faits et pas seulement notre froide rationalité. Nous avons perdu vraisemblablement 400 millions d'oiseaux des cieux d'Europe en quelques années, vraisemblablement un peu plus d'1 milliard aux États-Unis. En 40 ans, les grandes espèces d'eau douce ont décliné de 88% dans le monde, autrement dit des 9/10. Et on estime aujourd'hui que seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement impactées comprendre détruites, par les êtres humains. En France, selon les estimations, nous perdons entre 1 et 3 départements d'espaces vierges par décennie. Comme vous le savez, la France n'a pas 10 000 départements, donc ça ne va pas durer très longtemps. L'océan de plastique qui peuple la mer est toujours en augmentation d'ailleurs exponentielle. Les incendies dévastateurs en Amazonie ont augmenté de 83% en un an. Nous perdons 80 000 km² de forêts supplémentaires. Et au rythme actuel, les forêts primaires, forêts vierges si vous voulez, auront disparu dans les prochaines années du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. Mais la projection au rythme actuel est une sous-estimation, parce qu'en réalité, non seulement nous décimons, mais nous augmentons la vitesse à laquelle nous décimons. Donc c'est une estimation qui est insuffisante de notre impact. On a appris il y a quelques mois que la calotte polaire du Groenland était définitivement perdue.
définitivement perdu, c'est ce qu'on appelle un point de non-retour, hein. Ça veut dire que si on arrête demain toute émission de CO2, c'est quand même perdu. On ne peut plus revenir en arrière. On sait aujourd'hui que 98% des pesticides utilisés impactent d'autres cibles que celles pour lesquelles ils sont élaborés. Et ce chiffre qui résume bien la situation, les humains, qui sont 0,01% des vivants, sont vraisemblablement à l'origine de 85% des morts chez les êtres animés qui peuplent cette planète. Bien. Nous sommes donc incontestablement au cœur du début de la 6e extinction massive, qu'il faudrait d'ailleurs peut-être plutôt appeler la première extermination délibérée, puisque ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, hein, ce n'est pas l'astéroïde des dinosaures, nous en connaissons parfaitement les causes, nous en connaissons parfaitement les coupables, et nous en connaissons parfaitement les rouages. Si maintenant je regarde non plus seulement au niveau des arbres et des animaux, mais au niveau des êtres humains, qui, je le rappelle en passant, sont d'ailleurs des animaux, hein, en toute rigueur scientifique, parmi 7 millions d'autres espèces, eh bien, on estime que le nombre de morts annuels dus à la pollution est aujourd'hui en Europe de 800 000 personnes par an. Donc normalement, quand on entend ce chiffre, on croit qu'on a mal compris, mais on a bien compris. Ce sont les chiffres publiés dans les revues médicales à comité de lecture. Et en concaténant un certain nombre d'informations, je suis arrivé à la conclusion que dans le pourtour méditerranéen, le chiffre est du même ordre de grandeur, à peu près 800 000 morts par an. Donc on voit qu'on a affaire ici à un phénomène de destruction de masse qui nous concerne déjà aujourd'hui. Ce ne sont pas des projections, ça, ce sont les chiffres contemporains. 17 pays sont déjà aujourd'hui en situation de stress hydrique extrême, 27 sont en situation de fort stress hydrique, dont certains en Europe. Le nombre de déplacés écologiques se compte d'ores et déjà en dizaines de millions, suivant plusieurs études indépendantes et convergentes. Et la pandémie qui aujourd'hui fait que ces deux premiers rangs sont entièrement vides, enfin, à moins que ce soit à ma présence, mais enfin on va espérer que c'est la pandémie, est vraisemblablement au moins indirectement une conséquence de cette crise, puisque l'étiolement des espaces vierges induit les frôlements d'espèces qui jusqu'alors vivaient de façon disjointe, et ce qui va permettre de façon globale des agents pathogènes, aux agents pathogènes, de franchir la barrière des espèces et donc de se transmettre en particulier à des espèces qui jusqu'alors étaient relativement immunes à ces phénomènes. Ça, c'est le bilan court de où nous sommes. Regardons maintenant un instant vers le futur. Quelques chiffres, là encore, que je choisis aléatoirement. 1 million d'espèces sont menacées à court terme. On estime que la part de l'humanité qui sera soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours. Alors quand je dis potentiellement mortelles, ça ne veut pas dire il fait chaud, hein. Ça veut dire on risque de mourir. Parce que, vous savez, le corps humain fonctionne assez bien pour augmenter la température, il fonctionne très mal pour la diminuer. Donc quand la température extérieure est supérieure à la température corporelle, ça ne dure pas très longtemps. Donc quand on est soumis pendant 20 jours à ce type de situation et qu'on est donc en situation de possiblement mourir, eh bien on se rend compte qu'environ 74% de la population mondiale devrait être dans cette situation à la fin du siècle. Entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques sont attendus en 2050, autrement dit dans moins de 30 ans. Je vous fais remarquer que quand j'étais enfant, on parlait du problème de nos petits-enfants. Il y a 20 ans, on parlait du problème de nos enfants. Aujourd'hui, on parle de notre problème. Parce que si tout se passe bien, tous les gens présents dans cet amphi devraient être encore vivants dans 29 ans. Donc on parle de ce qu'on va vivre là. Et quand on parle de 500 millions de réfugiés climatiques, il faut le dire clairement, on parle d'une guerre mondiale. Ce n'est pas être un gourou de malheur, ce n'est pas être un prophète apocalyptique, ce n'est pas être millénariste, c'est une analyse géostratégique élémentaire. On ne déplace pas 500 millions de personnes dans la joie et la bonne humeur. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera pas. Donc on est en train de dire là sereinement que notre mode de vie choisit une guerre mondiale à très court terme. En parallèle, la fonte des glaciers de montagne va donner d'abord beaucoup trop d'eau douce et ensuite beaucoup trop peu à environ 2 milliards de personnes qui en dépendent directement. Hélas, cette eau contient environ 800 000 tonnes de mercure qui sera ainsi libérée et ce sera vraisemblablement, rendra cette eau vraisemblablement non potable à terme. Le dégel du pergélisol, qu'on appelle parfois le permafrost, s'avère 50 fois plus rapide que prévu. Et outre la contribution drastique du méthane qu'il renferme
au processus d'effet de serre. Vous savez que le méthane est 20 fois plus efficace que le dioxyde de carbone pour ce qui est de son impact par unité massique sur le réchauffement climatique. Eh bien, ce permafrost contient un certain nombre d'agents pathogènes que nous croyons éradiquer et qui vont se retrouver libérés dans la nature. Donc cette pandémie, c'est vraiment une petite répétition de ce qui devrait nous attendre. Je crois que le point essentiel qu'il faut avoir en tête, c'est que ces effets de réchauffement climatique sont non linéaires. C'est-à-dire que 3, 4, 5 degrés de réchauffement climatique, c'est pas du tout 3, 4 ou 5 fois pire que 1 degré de réchauffement climatique. C'est 1000 fois pire. C'est 100 000 fois pire. Ça n'a absolument rien à voir. Et le point nodal, c'est la cinétique, c'est la vitesse. Il y a déjà eu du réchauffement climatique dans le passé de la Terre, essentiellement dû aux perturbations orbitales dues aux autres planètes du système solaire, mais ça s'est fait à des vitesses qui n'avaient rien à voir avec les vitesses auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Et pour reprendre l'image de mon ami Jean Covici, qui a fait une conférence ici même il y a quelques mois, rappelez-vous que la différence entre une voiture qui freine sur l'autoroute et une voiture qui rentre dans un mur, c'est uniquement la vitesse. Les deux voitures vont passer de 130 km/h à 0. Dans un cas, vous êtes mort. Dans un cas, vous n'avez aucun problème. La seule différence, c'est la vitesse à laquelle on freine. Tout est là. Tout est là. Entre un accident et un freinage, la seule différence, c'est la vitesse de décélération. Et là, nous sommes face à des vitesses qui sont littéralement inacceptables pour les organismes que nous sommes. D'ailleurs, c'est un point relativement indépendant, une étude parue il y a quelques jours montre que dans vraisemblablement une trentaine d'années, 90% de l'humanité respirera un air suffisamment sale pour que son espérance de vie soit drastiquement impactée. Donc, en résumé, on est en train de casser ce que j'appellerais, je prends ma casquette quelques instants de physicien, les seuils de relaxation du système. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand vous avez un arbre, quand vous appuyez dessus un peu comme ça, il se déplace et quand vous lâchez, il revient à sa position d'équilibre. Si vous appuyez un peu plus, il revient encore à sa position d'équilibre. Mais au-delà d'un certain point, il commence à casser. Et quand il casse, même si vous retirez la contrainte, il continue de s'affaisser et il finit par tomber. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train de dépasser le seuil au-delà duquel le système planétaire ne va de toute façon plus relaxer vers son état d'équilibre, mais va partir vers un point de fonctionnement qui est évidemment une très mauvaise nouvelle pour nous parce que nous n'y sommes pas adaptés. Donc, en conclusion de cette introduction, Denis Meadows, le célèbre auteur du rapport du MIT, qui en 1972 annonçait essentiellement tout ce qui s'est passé depuis, a récemment conclu de tous les scénarios que nous avons esquissés, clairement, c'est celui de l'effondrement qui est en train de l'emporter. Voilà où nous en sommes. Bon, alors maintenant, je vous propose que nous réfléchissions à pourquoi nous en sommes là. C'est quand même peut-être un peu stupide, n'est-ce pas, pour se placer dans une situation de suicide. Alors pourquoi faisons-nous ce choix? Bon, je ne sais pas bien, mais j'esquisse avec vous un certain nombre d'hypothèses. Je crois que la première hypothèse raisonnable, c'est quand même notre niveau d'incompréhension et d'incompétence. J'ai eu la chance de discuter avec un certain nombre de responsables politiques qui ne sont pas tous corrompus et vils. Certains, je crois, ont sincèrement un désir de rendre ce monde encore un peu habitable. Et il m'explique que le premier frein, avant l'idéologie, avant le désir de se faire réélire, avant le machiavélisme, c'est l'incompétence. La plupart de nos dirigeants n'ont pas encore compris ce qu'il se passe. Voilà. Bon. Par exemple, alors quelques pistes comme ça d'incompréhension majeure. D'accord ? Première incompréhension majeure, croire que le problème auquel nous faisons face est essentiellement, voire uniquement climatique. Ça, c'est dramatique, ça. Et beaucoup de gens font cette erreur. Oui, monsieur Barrot, vous nous parlez de la crise climatique. Je m'en fous qu'il fasse chaud. C'est un problème parmi d'autres, la crise climatique. Il est essentiel de comprendre que quand bien même nous n'émettrions pas 1 gramme de CO2, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. Nous ne faisons pas face, ça il faudra le marteler, à un problème d'ingénieur. Si quelqu'un ici a une solution pour qu'on puisse continuer à vivre pareil, sans émettre de CO2, il n'a rien résolu. D'accord ? Nous serions dans la 6e extinction massive, même sans émettre 1 gramme de CO2. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à ce stade, la première cause de disparition de la vie sur Terre, c'est l'étiolement des espaces de vie. Les vivants non humains n'ont plus de lieu pour vivre. Donc ils meurent. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin d'émettre du CO2 pour détruire les forêts.
Quand les forêts sont détruites, les habitants des forêts sont détruits. Et ça n'a rien à voir avec le CO2. Et le deuxième problème majeur, c'est la pollution, qui, elle non plus, n'a rien à voir avec les gaz à effet de serre. Donc il faut bien comprendre qu'on est face à un problème systémique global dont, pour vendre la mèche, le problème essentiel est notre inconsidération de la vie. Voilà. Considérer la vie comme une ressource ne peut pas nous permettre de survivre à long terme, même si on n'émet pas de CO2. Ce n'est pas la question. S'il n'y a pas un changement axiologique, c'est-à-dire relatif aux valeurs absolument fondamentales, à mon avis, le reste, ce n'est que de l'esbrouf. Ça n'a absolument aucun intérêt, et je vous donnerai des exemples concrets pour tenter de le prouver. La deuxième grande incompréhension, à mon avis, sont les mauvaises questions. Je vais vite, mais comme on me les pose tout le temps, j'anticipe, comme ça on ne me les posera pas tout à l'heure, mais ici on ne les aura pas posées de toute façon, évidemment. C'est, par exemple, est-ce qu'il est trop tard? Là, mes étudiants, ils me demandent tout le temps ça. Mais alors, vous croyez donc qu'il est trop tard? Cette question n'a aucun sens. Trop tard pourquoi? Trop tard pour que tout aille bien? Ah bah oui, c'est sûr, il est trop tard, je viens de vous le dire, on a déjà tué 60% des vivants. C'est sûr que c'est trop tard pour que tout aille bien. Hein. Mais trop tard pour que la vie subsiste? Bien sûr que non. Même si on fait les pires bêtises, je pense que les araignées et les scorpions vont très bien s'en sortir. Hein. Donc la vie en tant que telle, elle va perdurer sur Terre. Probablement même l'humanité aussi. Hein. Vous savez, Elon Musk va bien s'arranger pour se construire à coût de dizaines de milliards une petite serre là, qui brasse son maïs pour lui tout seul pendant que tout le monde crève. Et certains s'en sortiront. Donc quand on se demande est-ce qu'il est trop tard, il faut qu'on se demande trop tard pourquoi. Sinon la question n'a juste aucun sens. L'autre mauvaise question, c'est est-ce qu'on va s'en sortir? En fait, c'est le même problème. Est-ce qu'on va s'en sortir? Qui on? Les Grenoblois? Les humains? Les mammifères? Les êtres vivants en général? Il faut préciser cette question, sinon ça n'a aucun sens. Si on n'a pas, si vous voulez, circonscrit le périmètre de ce qui nous apporte, on ne peut pas analyser sérieusement la situation dans laquelle on est. Autre question aberrante, est-ce que c'est réversible? Mais attendez, on parle d'êtres vivants qui meurent là. Si vos enfants, excusez-moi, je suis violent dans l'exemple, mais c'est pour que ça percute, si vos enfants meurent, et que je vous dis, mais c'est pas grave, vous avez perdu vos 2 enfants, mais vous inquiétez pas, moi je vais en faire 2 autres. Je ne pense pas que ça va beaucoup vous convaincre, n'est-ce pas, de l'innocuité de cette situation. Donc ça ne veut rien dire réversible quand on parle de la disparition d'êtres qui sont par essence irremplaçables. Si on parle de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, là on peut se demander est-ce que c'est réversible ou pas. Là ça a du sens, c'est une donnée chimique. Et là, bien sûr, est-ce qu'on peut l'épurer ou pas? Je vous dis tout de suite, la réponse est non. Mais la question est intéressante. Si on parle de la disparition des êtres vivants, est-ce que la Seconde Guerre mondiale est réversible? Bien sûr, en un certain sens, oui, parce qu'on est plus nombreux qu'avant. Mais il n'empêche que les atrocités qui ont eu lieu sont intrinsèquement irréversibles, parce que cette somme de souffrance absolument inimaginable, elle a existé. Et on ne pourra jamais faire qu'elle n'ait pas existé. Autre mauvaise question, ou mauvaise réponse, se focaliser sur la démographie. Bon, on l'entend souvent, ça. Hein. Moi, je l'ai entendu même émanant de gens respectables. Le problème, vous savez, c'est la démographie galopante à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Mais c'est quand même gonflé. Écoutez, l'Afrique est bien le seul endroit au monde qui n'est essentiellement pas responsable de la catastrophe face à laquelle on est, et on arrive quand même à se convaincre que c'est la faute des Africains. Dixit Nicolas Sarkozy. Bon, c'est quand même extraordinaire. Alors, soyons factuels pour condamner ces aberrations. Rapport d'Oxfam, bon, on peut contester Oxfam parfois, il est un peu partisan, c'est vrai, mais enfin, l'essentiel des chiffres est quand même correct. Les 1% les plus riches émettent 2 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. Les plus pauvres, ça veut dire là où la démographie est galopante. Hein. Donc, ce n'est juste pas le problème. Voilà. On peut idéologiquement avoir peur de la démographie galopante, mais ce n'est pas le problème, c'est un fait. Voilà. C'est nous, le problème. Donc, c'est quand même essentiel et étrange de se demander comment est-ce qu'on va expliquer aux Africains à bien se comporter, alors que ce sont les Européens, au sens large, c'est-à-dire en incluant les Américains, qui sont les responsables presque exclusifs de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Bon. Un autre problème essentiel, mais je le disais en introduction de cette partie, c'est vraiment la malformation, l'incompétence des élites. Alors, élite est donc un mot inadapté, puisque du coup, pas du tout des élites, puisqu'en réalité, ils sont des cancres, mais ce sont quand même ceux qui sont au pouvoir. Donc, moi, je pense que les médecins sont un peu exemplaires quant à l'introduction de quelque chose de compliqué qu'on appelle un vaccin. C'est dans l'air du temps. Quand on met un vaccin sur le marché, on évalue les bénéfices et les risques.
Donc les bénéfices, c'est qu'on aura beaucoup moins de gens malades du Covid-19. Les risques, c'est qu'il y a quand même quelques personnes qui vont mourir à cause du vaccin, ça c'est sûr. Et on regarde la balance. Et si on se rend compte qu'on sauve 100 fois plus de personnes qu'on en tue, eh ben, en termes de santé publique, c'est une bonne chose. Et c'est comme ça qu'on décide d'introduire un vaccin. Donc je crois qu'il faudra faire la même chose avec la 5G. On va regarder les bénéfices, on va regarder les risques, et puis on va décider. Parce qu'effectivement, si le bénéfice, c'est qu'on va sauver 100 millions d'enfants de la famine, alors en effet, ça vaut le coup. Ça vaut probablement le coup de le faire. Donc regardons ce que ça coûte, regardons ce que ça rapporte, et de manière informée, décidons. Alors le coût d'abord. Le coût, il est exorbitant. Parce qu'on est quand même dans une époque où notre obnubilation, ça devrait être de diminuer la consommation. Ça, c'est pas pour des raisons idéologiques, c'est pas forcément parce qu'on aime les petits oiseaux, c'est pour une question de survie. Bon, on a bien compris que l'accord de Paris, qui est relativement lâche déjà, ne sera pas tenu et que pour le tenir, il faudrait diminuer chaque année les émissions de CO2 à peu près comme l'année Covid. Mais on la refaire chaque année, hein, c'est pas juste on le fait une fois et on arrête. Il faudrait que chaque année, on se refasse une année Covid de diminution pour tenir l'accord de Paris. On ne le fait pas. Sauf justement quand il y a le Covid, mais ça va durer. Et donc, ça devrait être notre feuille de route. Bon. Or, la 5G va multiplier par 3 ou 4 la consommation énergétique. Donc ça, c'est une chose sourcée. À usage constant, la 5G consomme moins que la 4G. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais le monde réel n'est pas à usage constant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde réel. Dans le monde réel, on le sait, ça a été calculé et c'est vérifié dans les pays où elle est à l'œuvre, on multiplie par 3 à 4 la consommation électrique. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est un coût absolument considérable. On devrait diminuer de 10% chaque année, et là on fait un x4 sur un poste qui n'est pas négligeable. Le numérique devient aujourd'hui non négligeable dans le bilan énergétique global des pays. Ça, c'est un coût exorbitant. Deuxième coût exorbitant, le milliard de terminaux mobiles qu'il va falloir construire pour qu'ils soient adaptés à cette 5G. C'est d'ailleurs un peu sa raison d'être, hein, de susciter la construction et l'achat de nouveaux terminaux mobiles. Alors vous savez qu'un téléphone, ça contient environ 50 métaux différents, dont une vingtaine de métaux rares, et qu'il faut extraire du sol environ 500 fois le poids du téléphone, utiliser beaucoup d'acide sulfurique pour séparer les métaux rares du reste de la roche, et généralement, ces eaux chargées de métaux lourds sont rejetées dans la nature. On peut estimer que l'impact environnemental de la construction des terminaux mobiles est encore plus grand que celui qui est dû à l'augmentation de consommation électrique. Donc globalement, l'enveloppe négative est gigantesque. On ajoute à ça les problèmes de fracture numérique, on ajoute à ça les problèmes de cybersécurité. Vous avez vu que ça commence à devenir un peu sérieux, ces choses-là. Hein. Et enfin, et ça devient très sérieux, les problèmes d'addiction au numérique. Il faut savoir quand même beaucoup d'adolescents qui passent plus de temps sur Fortnite que dans la vie réelle. Et ça, bien sûr, c'est facilité par la fluidité de ces données. Donc on a globalement un coût qui est exorbitant. Regardons donc les bénéfices. Alors, comme bénéfice, on a quoi, en fait? En fait, le maire de Grenoble, vous savez, s'est amusé à dire qu'on pourra enfin regarder du porno en haute définition dans l'ascenseur. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est pas très loin d'être vrai. Quand vous regardez pour l'utilisateur final les bénéfices, essentiellement, il n'y en a pas. Moi, j'ai été regarder sur le site de l'agence, j'ai oublié le terme, pourtant j'ai discuté avec son directeur il n'y a pas très longtemps, mais enfin bon, qui gère les hautes technologies et le numérique. Et j'ai trouvé parmi les quelques points de bénéfice l'existence de troupeaux connectés. De troupeaux de moutons, de chèvres. Grâce à la 5G, on pourra avoir des troupeaux connectés. On dit c'est une blague, ils vont être hackés, et quelqu'un a mis ça pour les ridiculiser. Non, on parle vraiment de troupeaux connectés. Donc vous voyez, on n'a pas grand-chose à dire. Alors au niveau industriel, oui, il y a des avantages, ça c'est vrai. Mais en fait, les avantages industriels, ce sont des inconvénients. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans l'idée d'augmenter la production. Aujourd'hui, le but, ça devrait être de la diminuer. Donc, tout ce qui va dans l'idée d'augmenter la production, il faut le compter dans les problèmes, ça, pas dans les avantages. Les voitures connectées, par exemple, ça veut dire quoi? Ça ne va pas marcher en ville, cette affaire-là, hein, ça va marcher sur autoroute. C'est-à-dire très exactement là où il ne faudrait plus utiliser les voitures. Donc, je suis désolé, je ne le compte pas dans la colonne plus, je le compte dans la colonne moins, cette affaire-là. Pour donner un dernier exemple sur la 5G, mon grand ami, le président, du MEDEF, a évoqué il y a quelques jours à ce propos, dans la presse, hein, sa crainte, son émoi peut-être, le pauvre, de ces gens qui ont peur du progrès.
c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la 5G. Donc j'en conclus que cette contribution active à la destruction globale de la vie sur Terre, ce que moi j'appellerais une sorte de méta-terrorisme, est considérée par le MEDEF comme un progrès. C'est intéressant ça en termes sémantiques, ça pose des questions de valeur quand même qui sont assez fortes. Bon, moi je crois que nous avons affaire à des bouffons en fait. Voilà. Pas forcément des salauds, mais des bouffons. Des gens qui n'ont pas du tout compris les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et l'exemple qu'il donne, peut-être de bonne foi, donnons-lui le bénéfice du doute, est aussi inique que cynique. C'est l'usage de la 5G pour la médecine. Non mais vous vous rendez compte? En gros, l'idée, c'est qu'on est sérieusement en train de défendre une technologie dévastatrice sur l'ensemble de l'humanité et de la biosphère, suivant l'idée que peut-être un patient ultra riche, parce que sinon il ne sera pas concerné, un patient ultra riche de Sydney pourrait bénéficier d'une possible baisse du temps de latence lorsque son chirurgien sera en train de consulter un collègue d'Oslo pendant une improbable intervention. Et on dit ça sérieusement, et on le publie, et ça passe dans la presse, et les journalistes ne pouffent pas de rire. Voilà le problème d'incompétence que j'évoque tout à l'heure. Ce qui est dit là, c'est un peu comme si on disait il faut absolument que les enfants puissent conduire des Ferrari à 300 km/h dans Paris, parce que, imaginez, un petit garçon pourrait plus vite amener sa sœur malade à l'hôpital. C'est vrai qu'un petit garçon pourrait amener plus vite sa sœur malade à l'hôpital. Sauf qu'évidemment, les milliers de piétons qui seraient instantanément écrasés ne peuvent pas être littéralement oubliés. Et là, c'est ça qu'on fait. On oublie l'effet dévastateur principal au motif d'un effet bénéfique qui est absolument caricatural. Mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte de la caricature. Autre problème, le différentiel temporel. Ça, c'est un problème politique, mais il est très important pour nous. Les temps caractéristiques d'une réélection en politique, c'est quelques années. Les temps caractéristiques d'évolution du climat, alors ils sont super rapides à l'échelle géologique, mais ils sont quand même lents à l'échelle politique. C'est quelques décennies. Ce qui veut dire qu'un homme ou une femme politique qui prendrait des décisions politiques bénéfiques pour la vie sur Terre n'aurait pas politiquement le gain associé à son succès. Et donc ça, c'est un problème énorme en fait, parce que les politiques veulent être élus, ils veulent être réélus, mais s'ils agissent pour la vie sur Terre, alors d'abord, il faudrait supposer que la population ne s'en fiche pas, mais quand bien même la population ne s'en ficherait pas, elle ne pourrait pas créditer celui qui est encore aux manettes des bénéfices de ses actions. Donc là, il y a vraiment un problème énorme en termes de représentation démocratique auquel il faut faire face, parce que je pense que nous ne voulons pas la dictature, c'est une solution qui pourrait marcher, mais ce n'est pas celle qu'on souhaite. Donc comment est-ce qu'on concilie une démocratie avec un différentiel de temporalité entre notre système et les bénéfices escomptés sur les actions vitales? Moi, je trouve que la Convention citoyenne était très intéressante de ce point de vue-là. On tire des gens au sort, on les informe, on les éduque, enfin on les éduque pas à la Staline, on fait venir une diversité idéologique d'experts qui s'expriment devant eux, mais à ce moment-là, il faudrait que ces citoyens soient écoutés. Et on a bien vu une fois de plus que c'était une entourloupe. Voilà. C'est-à-dire que l'engagement qui avait été pris de soumettre au Parlement les propositions sans filtre n'a pas été tenu, mais même s'il avait été tenu, ça aurait été très insuffisant. Il ne faudrait pas les soumettre au Parlement, en fait, il faudrait légiférer directement. Et même si on le faisait, ça serait très insuffisant. Parce que j'ai discuté avec la Convention citoyenne. Et ce qu'ils voulaient inscrire au début, certains d'entre eux en tout cas, c'était le renoncement à la croissance. C'était leur point 1. Puis ils se sont dit, en fait, ça c'est vrai, c'est ce qu'on a compris après avoir réfléchi. Mais si on écrit ça, c'est tellement gros qu'il n'y a aucune chance que ce soit accepté. Donc ils se sont déjà auto-censurés en retirant l'essentiel, et même comme ça, ça ne passera pas. Donc vous voyez le différentiel entre le nécessaire et l'encours. Voilà. Bon, une autre cause évidente, c'est la puissance des forces de réaction. Bon, ça, je ne rentre même pas dans les détails, puisque vous le savez sans doute beaucoup mieux que moi, mais ouais, je vais le dire de façon un peu comique, mais on a affaire à la fois à plus fort que nous, mais aussi à plus méchant que nous. C'est-à-dire qu'on a quand même vu avec Greta c'est nos limites, quoi. Moi, je trouve qu'une jeune femme brillante, qui a très bien compris le problème, les scientifiques du GIEC confirment qu'elle a très bien compris ce dont elle parle, qui est capable à 16 ans de tenir un discours dans une langue qui n'est pas la sienne, à l'ONU, face à des chefs d'État, me semblait absolument intouchable, quoi. Pas du tout, elle s'est fait lyncher par une grande partie de la presse conservatrice. Donc on se rend compte quand même que tous les coups seront permis. Voilà. Et ça, c'est pas de très bon augure, parce que quand il y a déjà un rapport de force qui est extrêmement défavorable, et qu'en plus vous savez qu'en face on reculera devant rien, ça va être
un peu compliqué si on raisonne en termes d'affrontement. Une autre cause que je crois essentielle, c'est ce que j'appellerais le recours à la pensée magique. Mais la beauté en moins. Parce que la pensée magique, ça peut être très beau, hein, le chamanisme, moi je trouve ça très intéressant. Non, là c'est vraiment une pensée magique laide, ce que j'appellerais croire au Père Noël. Alors croire au Père Noël à 5 ans, c'est adorable, moi j'étais ravi quand mes enfants y croyaient, mais à 40 ans, ça devient quand même problématique. Voilà, surtout quand on a entre ses mains l'avenir du monde. Bon. Et je pense qu'aujourd'hui, on croit au Père Noël. Donc je vous donne quelques exemples. Par exemple, ça a été dit maintes fois, mais je le rappelle, imaginez qu'une croissance perpétuelle est possible. Dans mon domaine, en physique, on appelle ça une instabilité, un système qui est soumis à une croissance exponentielle. Bon, une instabilité, c'est très exactement la définition d'un système qui va cracher. Donc, je pourrais vous donner 1000 arguments physiques, mais je pense que vous les connaissez. Il y a un problème structurel. Ça commence aujourd'hui à être un peu compris. Mais en plus de ça, il y a un problème, je dirais, énergétique et géostratégique qui est associé à ça. C'est que quand bien même on ne ferait pas face à cette instabilité physique du système, on a des ressources finies. Aujourd'hui, et ça Jean Covici l'a parfaitement expliqué, la croissance est indexée essentiellement à l'utilisation des fossiles, et les fossiles sont en quantité finie. Donc de toute façon, ça va décroître. Alors il faut faire très attention avec cet argument. On pourrait se dire, bah alors, tout va bien. On va en utiliser de moins en moins, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, donc l'écologie va quand même triompher. Ça, c'est faux. Parce qu'on est à peu près au pic oil en ce moment, et encore sans compter les gaz de schiste. Ce qui veut dire qu'il en reste à peu près autant que ce qu'on a utilisé. La fonction est globalement symétrique. Donc on peut encore sucer le pétrole jusqu'à la dernière goutte et être mené à ces 5, 6, 7 degrés suivant les simulations de réchauffement climatique. Donc si on continue en utilisant comme seul frein la quantité de pétrole disponible, on perd sur les deux tableaux. On perd écologiquement parce qu'on en brûlera tellement qu'on sera dans le scénario du pire en termes de réchauffement climatique, et on perd aussi socialement parce que ça veut dire que la décroissance qui immanquablement viendra ne sera pas une décroissance choisie pour des raisons axiologiques, mais sera une décroissance subie pour des raisons énergétiques. Et ça, en termes géostratégiques, ce que ça veut dire, c'est émergence de guerres, de régimes dictatoriaux, de génocides, etc. Et là encore, je ne fais pas du tout le gourou d'Apocalypse. Regardez l'histoire. C'est toujours dans les moments d'une atrophie de l'énergie à disposition qu'ont eu lieu les pires scénarios. La troisième pensée magique, alors peut-être que vous ne serez pas tout à fait d'accord avec moi dans une école de commerce, mais tant pis, c'est de croire qu'on peut décorréler le PIB, finalement, de l'impact écologique. Bon, bien sûr, on peut travailler là-dessus, mais moi je crois quand même que quand on a dans ses mains l'avenir de la vie sur Terre, le plus sage, c'est de regarder ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On peut rêver un futur qui ne soit pas la reproduction du passé, et en tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, vous avez tout à fait le droit de mener cet exercice. Mais si on doit prendre des décisions politiques, je crois que le plus sage, c'est quand même de regarder ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a jamais eu. L'autre problème de cette nature, c'est le solutionnisme technologique. Alors ça m'énerve au plus haut point, ça. Vous savez, ce sont des gens qui se présentent généralement comme pro-science. La science va nous sauver. Mais ce n'est pas du tout des scientifiques, ça c'est les charlots qui disent ça. Les vrais scientifiques, les experts, les climatologues, les membres du GIEC, etc., ne sont pas du tout favorables au solutionnisme technique. Ce sont des gens qui n'y connaissent rien, qui ont une vision complètement mystique de la science et qui se disent « la science va nous sauver ». Là encore, il faut être un peu sérieux. Bien évidemment, la technologie peut, de temps en temps, être bienvenue, souvent bienvenue, et peut être parfois utile à la crise que nous traversons. C'est vrai ça, c'est vrai, il faut être nuancé. Il y a des cas où c'est souhaitable. Mais globalement, si on regarde l'évolution des choses, ça fait partie du problème, pas partie des solutions. C'est ça aujourd'hui la vérité factuelle de la corrélation entre le développement technique et l'évolution de la crise à laquelle nous faisons face. Autre problème de ce type, croire que les énergies renouvelables vont tout résoudre. Et là, pour le coup, je m'attaque un peu aux écolos. Je tape un peu sur mon camp, en quelque sorte. Les éoliennes et les cellules photovoltaïques ne vont pas tout résoudre. Si demain la France passait uniquement en énergie renouvelable, on aurait des gros problèmes. Ce sont des énergies non pilotables, ce sont des énergies qui ont des facteurs de charge faibles, ce qui signifie que le dimensionnement global du réseau électrique devrait être multiplié par 4 à 5 environ, avec un coût économique et écologique absolument considérable.
Et au-delà de cette réserve d'ingénieurs, dirais-je, il y a une réserve plus fondamentale sur laquelle je reviendrai, c'est que le problème, ce n'est pas tant le CO2 associé à l'utilisation de l'énergie, c'est ce qu'on fait de l'énergie. Et si on continue à utiliser l'énergie dans la même direction, quand bien même elle serait propre et renouvelable, on ne résoudrait pas du tout le problème de l'extinction massive de la vie sur Terre. Alors, un autre problème d'incompréhension, me semble-t-il, c'est de croire que la solution, c'est l'éthique individuelle. La solution, c'est, allez, chacun fait des petits gestes. Et c'est bien les petits gestes. On va en faire, parfait. Mais vous voyez bien que quand on a un problème systémique, il faut une solution systémique. Ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas avoir un cadre idéologique global qui valorise, comme c'est le cas aujourd'hui, les activités de prédation, et dire oui, mais on compte sur ce que les gens vont faire, ce qui n'est pas valorisé. C'est pas possible, ça, c'est croire au Père Noël. Ça ne peut pas marcher. Si on ne change pas l'échelle de valeur, l'échelle d'évaluation et les rouages systémiques, l'action individuelle n'a aucun sens. Parce que l'action individuelle, elle n'est pas libre aujourd'hui. Hein. Elle est partiellement libre dans les ornières permises par un système qui a son idéologie, comme tous les systèmes. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas dire on garde une idéologie de la prédation, mais on s'arrange pour que là-dedans, dans ce chemin-là, on ne soit pas trop prédateur. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est Père Noël, croyez-moi. Une autre pensée magique, c'est de croire que tout va s'arranger grâce à la hausse d'efficacité des technologies. Ça, c'est faux. Et ça a toujours été faux. Pourquoi c'est faux? Parce que rien ne se passe à usage constant. Rien. Jamais. Si demain j'invente un téléphone portable qui consomme 2 fois moins, je me dis c'est bon pour l'écologie. Non, c'est mauvais pour l'écologie. C'est sûr que c'est mauvais pour l'écologie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les applications que vous n'utilisez pas encore sur votre téléphone portable, parce qu'elles sont trop énergivores, et parce que si vous les utilisiez, vous savez que votre batterie ne tiendrait pas le reste de la journée, et donc vous le faites le soir sur votre laptop, vous allez maintenant les faire à l'arrêt de bus. Ça se passe toujours comme ça. Il n'y a aucun exemple, à ma connaissance, dans l'histoire, de cas où le gain d'efficacité énergétique a surcompensé la hausse d'usage. On perd à tous les coups. Les moteurs de voiture consomment beaucoup moins aujourd'hui par kilowatt mécanique restitué qu'il y a 20 ans. C'est vrai, ils sont plus efficaces. Et globalement, les bagnoles consomment plus, polluent plus qu'il y a 20 ans. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de contre-exemple global. Bon, finalement, si je résume un peu ce que je viens de dire dans les derniers points, le problème, c'est de croire que, c'est de n'avoir pas compris que dans notre manière d'être actuelle, c'est l'énergie elle-même le problème, plus que son origine. J'explique ça avec un seul exemple. Imaginez qu'on fasse des avions totalement non polluants, ce qui n'arrivera pas, mais imaginez qu'on le fasse. Je crois que ce serait pire que tout, parce qu'on les utiliserait alors impunément, sans doute donc davantage, et ça serait ne pas voir qu'aujourd'hui, l'impact le plus dramatique du tourisme, ce n'est pas le CO2 émis par les avions, c'est le tourisme en tant que tel. Parce qu'évidemment, on ne va pas faire du tourisme au cœur d'une ville bétonnée extrêmement désagréable. On va faire du tourisme là où c'est sympa, donc dans les espaces vierges. Oui, mais comme on y va, ils sont plus vierges. Et donc, les vivants de ces espaces meurent. C'est ça qui est dévastateur avec le tourisme. C'est que d'un seul coup, pendant quelques mois, l'humanité diffuse sur les quelques lieux qui sont encore relativement préservés. Si on avait des avions propres, si on les utilise de la même manière pour aller se faire des photos Instagram devant des paysages vierges, on n'a rien gagné. Je pense même qu'on a globalement perdu. Bon, je crois qu'aussi une erreur courante, c'est de supposer implicitement qu'il y a une corrélation entre les mots et les choses. Voilà. On parle beaucoup du climat, et donc beaucoup de gens pensent que du coup quelque chose est en train de se passer. Ça, c'est complètement faux. Le fait qu'on en parle ne change absolument rien au fait qu'il ne se passe rien. Une autre erreur banale, c'est de penser qu'une énergie en supplante une autre. Si on développe les énergies renouvelables, elles vont s'ajouter aux autres énergies. Elles ne vont pas les remplacer. Là encore, il faut regarder l'histoire. Regardez l'historique des sources d'énergie à travers le temps. Elles ne font que s'empiler les unes au-dessus des autres. Donc la question aujourd'hui n'est pas du tout de trouver une nouvelle source d'énergie qui pollue un peu moins. C'est pas du tout celle-là. C'est juste de ne plus utiliser d'énergie dans les proportions où nous le faisons aujourd'hui. C'est uniquement ça la question. Le reste, c'est de la croyance magique qui est complètement démentie par notre histoire énergétique.
Bon, faut aussi faire attention comment dire, aux effets d'annonce pour vraiment avoir l'impression que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est lancer un nouveau truc. Le truc à la mode, mais ça aura changé dans 6 mois, hein, c'est l'hydrogène aujourd'hui. Les voitures propres, je l'ai vu encore en couverture de magazine. Et là, quand même, les journalistes commencent à m'énerver un peu. Hein, parce que globalement, je ne les déteste pas. Moi, j'ai vu plein de journalistes honnêtes qui m'ont écrit, qui m'ont demandé, qui m'ont interviewé à l'époque où je répondais encore aux questions. Mais là, ils m'énervent un peu quand même. Quand on voit les titres de journaux mainstream, la voiture propre de demain. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le dit hydrogène, il n'y en a pas accessible autour de nous. Donc, il faut faire l'électrolyse. Et devinez comment on fait l'électrolyse ? Avec de l'énergie, et évidemment, au total, on perd parce que le rendement n'est jamais de 1, donc il faudra produire plus d'énergie que celle qu'on récupérera après. Donc certes, notre voiture hydrogène n'émet que de l'eau, ne rejette que de l'eau, mais il aura fallu fabriquer l'hydrogène. Bon. Donc on aura simplement délocalisé la production. Alors je veux bien que si on est très pro-nucléaire, on se dit c'est pas grave, en France, c'est de l'électricité qui n'émet pas trop de CO2, ce qui est vrai, mais à l'échelle globale, c'est juste pas une solution. Bon, voilà, je crois que finalement, la crise, le problème majeur, c'est d'identifier un ennemi unique. Alors peut-être pour vous, j'en sais rien, hein, peut-être pour vous, le problème, c'est le CO2. C'est faux. C'est un ennemi parmi beaucoup d'autres. Pour les copains d'extrême gauche, militants communistes, souvent le problème, c'est le capitalisme. On croit qu'on a l'ennemi unique, on tue le capitalisme et tout va bien. C'est faux. Les Mayas n'étaient pas capitalistes et en termes écologiques, c'était dramatique. Les rois de France n'étaient pas capitalistes et en termes de justice sociale, c'était dramatique. Donc, c'est plus compliqué que ça. Tout ça, ce sont certainement des ennemis. Moi, je crois que ce sont des ennemis. Mais ce sont des ennemis parmi beaucoup d'autres et il faut qu'on ratisse encore plus profondément que ça dans notre système de valeurs. C'est ce que je crois en tout cas. Donc, nous sommes en train quand même d'éradiquer les conditions d'habitabilité de cette planète. Et ce n'est pas exactement un détail, c'est pourquoi parler de transition écologique, c'est un peu ridicule, quoi, finalement. Quand on est en plein milieu d'une guerre mondiale, on ne parle pas de transition, il faut sortir le bazooka, sinon ça relève un peu de la farce. J'ai encore un bon quart d'heure, hein, on a commencé à 15 minutes. J'ai encore 3h30, hein, on est d'accord. Donc j'en viens aux solutions. Voilà. Bon, bah, il n'y en a pas. Ce soir. Donc, je ne vais pas donner les petites choses, hein, les petites choses. Voilà, si on veut les connaître, on les connaît. Donc, on n'a pas besoin de moi. Allez, j'en donne juste une parce que c'est ma préférée quand même. Bon, on peut être écolo et manger de la viande, mais en fait non. Voilà. C'est une catastrophe pour l'humanité, c'est une catastrophe pour les animaux, c'est une catastrophe pour le climat. J'ai lu il y a 2 jours dans The Guardian que plus d'1,5 million de poules mouraient chaque année en Angleterre, grillées au soleil, rien que pendant le transport sur le chemin de l'abattoir. Bon, ça suffit, quoi. Il y a un moment, on peut quand même pas se dire un petit peu sensible à la vie sur Terre et continuer le massacre. Mais je ne veux pas parler de ça davantage, je préfère focaliser sur le véritable problème systémique. Voilà, je pense que c'est ça qui nous intéresse. L'éthique individuelle, chacun est assez grand pour y travailler sans avoir besoin de moi. Donc je crois que le problème est fondamentalement politique. Bien avant d'être technique ou scientifique, aux 3 sens grecs du terme, politikos, politeia, politike, qu'il s'agisse de l'organisation de la cité, de la structure de fonctionnement institutionnel ou de la pratique du pouvoir, le problème est fondamentalement de cette nature. Et ce qui, moi, me rend très triste, c'est que malgré la crise Covid-19, aucune question sérieuse n'est posée. On le voit bien, on cherche toujours des rustines pour surtout ne rien remettre en cause. Je trouve ça dingue, en fait. Voilà. Que même maintenant, on ne pose aucune question. Moi, je ne suis pas compétent, je ne connais pas les bonnes réponses. Mais je trouve fou qu'aujourd'hui, on se dit « Ah oui, tiens, en Ile-de-France, il y a 3 fois plus de logements vacants que de SDF. » Ah oui. Et personne, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, personne ne dit « Et alors, on ne fait pas quelque chose, là ?» Non, on ne l'envisage même pas. Peut-être que la réponse est non, ce n'est pas possible pour telle ou telle raison, j'en sais rien moi. Mais on ne pose même pas la question. Vous voyez, la jouissance inconditionnelle de la propriété est tellement plus sacrée que le droit à dormir sous un toit que la question n'est pas posée. Le bandit Elon Musk, parmi ses autres méfaits, macule le ciel en le constellant de satellites qui vous permettent, génial, d'accéder à Internet depuis le fin fond du Sahara, c'était effectivement indispensable, en dévoyant la seule chose qui me semblait encore conserver une portée symbolique universelle. Et de quel droit ?
la question est-elle posée? À qui en a-t-il référé? À aucun d'entre nous, parce que comme il l'a annoncé d'ailleurs dans un tweet, quand un chef d'État étranger l'embête, eh bien, il essaye de soutenir un coup d'État. Voilà, enfin, il n'a pas dit aussi brutalement que ça, mais enfin, c'était l'idée. Et c'est l'homme le plus riche du monde, et c'est l'homme qui est aujourd'hui désirable, n'est-ce pas? C'est l'archétype de la réussite. Voilà le genre de brigand dont nous faisons des exemples. Comment voulez-vous que si on ne remet pas en cause cette axiologie, on ait la moindre chance d'une évolution globale? Et encore maintenant, hein, les gens continuent de me dire, je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, parce que pour moi, c'est vraiment l'archétype du mal. Et, avec et sans eux, d'ailleurs. Mais les gens ne peuvent pas s'empêcher de me dire, mais vous êtes jaloux quand même. Mais on est tous jaloux. Moi, dans mon laboratoire, il y a plein de gens que je trouve super intelligents. Ils ont des idées en physique théorique, je les trouve géniales. Je lis des philosophes, je me dis, oh là là, j'aurais trop aimé penser à ça. Je lis un poète, je me dis, oh, j'aurais tellement aimé écrire aussi bien que ça. Je suis jaloux. Mais alors, pas de Elon Musk, quoi. C'est le type quoi. C'est le type qui a passé sa vie à faire du mal à cette planète et à orienter nos possibles dans la direction de la chute la plus rapide. C'est quand même extraordinaire de supposer ça, quoi. Allez, redevenons sérieux quelques instants. Alors évidemment, il y a une dimension économique. Bon, alors là, il ne faut pas trop que je m'avance sur ce que je ne maîtrise pas dans ce lieu sain, mais moi je crois que le plus important, quand même, c'est peut-être, comment dire, de faire face à la contingence de nos constructions. Je me suis un peu disputé il y a quelques temps avec le directeur d'une grande banque qui me disait « Mais monsieur Barraud, vous avez raison, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des réalités économiques. » Ben non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des conventions économiques. Si vous me devez de l'argent et que je vous dis j'efface la dette, on fait un speech act, comme dirait Austin, on fait un acte de langage. Et par le simple fait de dire j'ai effacé la dette, il n'y a plus de dette et c'est fini. Donc bien sûr que l'économie c'est compliqué, ça j'en suis certain. Bien sûr qu'il y a des réseaux de pouvoir, il y a des réseaux d'intrication, ça c'est absolument certain. Mais rendez-vous compte que dans 30 ans, quand on aura vraiment les conséquences dévastatrices de l'état du monde visibles, y compris en France, parce qu'elles sont déjà visibles au Bangladesh, mais dans 30 ans, elles seront visibles aussi à Grenoble, on se dira, mais comment a-t-on pu être suffisamment léger pour ne pas voir que ces conventions étaient tellement plus faciles à déconstruire que les véritables réalités matérielles qui sont climatiques, qui sont physiques, qui sont médicales, et où là, bien sûr, on ne pourra pas revenir en arrière. On ne pourra pas, par un acte de langage, infléchir l'état du monde. Donc moi, je l'avais dit dans la petite vidéo que vous m'aviez demandé, je pense que pour les étudiants en école de commerce, en fait, c'est un moment formidable. Parce que je crois, je me trompe peut-être, hein, mais que vos prédécesseurs, pendant des décennies, ont dû finalement se contenter de trouver des bonnes idées, mais en restant dans le même paradigme. Et vous avez non seulement la possibilité, mais même le devoir de totalement réinventer les choses. Vous devez être révolutionnaire. Vous n'êtes pas révolutionnaire, vous ne servez à rien, autrement dit. Et donc, je trouve ça extrêmement motivant, finalement. Toutes les générations du monde ont quand même rêvé d'une révolution. Je ne parle pas d'une révolution sanglante, on coupe des têtes. Hein. Je parle d'une révolution pour le meilleur, où on invente un autre monde. C'est quand même formidable. Et donc, là, il faut le faire. On sait qu'il faut le faire. Donc, moi, je ne vais pas vous dire comment. Ça, c'est votre compétence, ce n'est pas la mienne. Mais rien que de savoir que c'est nécessaire, je trouve que finalement, c'est une assez belle motivation. Bon, il y a une dimension symbolique, hein, évidemment, donc j'en ai déjà beaucoup parlé. Moi, j'y crois beaucoup au symbolique, parce qu'une grande partie de ce qu'on fait, on le fait pour être aimé en réalité. Et donc, si tout ce qui aujourd'hui est encore un marqueur de réussite devenait un marqueur de délinquance, je crois qu'on cesserait en grande partie de le faire. Donc, il me semble que là, on a un pouvoir d'action qui est très fort et qui ne dépend pas des lobbies. Il faut absolument qu'on se demande ce qui à nos yeux est péjoratif et ce qui à nos yeux est mélioratif. Et une fois qu'on a compris que rouler en Porsche, c'est juste un marqueur de délinquance, ça change tout. Ça change tout de façon presque performative, pour une fois. Bon. Alors, il y a une dimension scientifique, évidemment. Bon, on pourra donner 1000 exemples. Hein. L'épuration du CO2 est un bon exemple. On ne va pas revenir en arrière. Il n'y a pas d'épuration chimique du CO2 sur Terre, hein, donc soit c'est par équilibrage, dépression partielle dans l'océan, soit c'est par photosynthèse, donc essentiellement c'est dur, en résumé, d'éliminer le CO2, ce qui veut dire que ce qu'on émet aujourd'hui sera entièrement disparu dans environ 10 000 ans. 10 000 ans pour nous c'est l'infini. Ce qui veut dire que quand dans 50 ans on regrettera là où nous sommes, on ne pourra pas revenir en arrière. Même Elon Musk ne le pourra pas. Au mieux il pourra se barrer sur Mars, il le croit parce qu'en fait il ne pourra pas. Il croit qu'il mourra parce que
l'air de rien, il est quand même pas très malin. Mais en fait, on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc, ça, ok, c'est une vérité scientifique et on pourrait en donner beaucoup d'autres. Mais il n'empêche que, moi, je ne veux pas faire du problème auquel on fait face un problème qui est prioritairement scientifique. C'est avant tout un problème de désir. Je veux dire simplement, mais quelqu'un qui vous dit « Moi, je m'en fous finalement que mes enfants meurent de faim ou vivent la guerre. J'ai envie de me gaver encore pendant 20 ans. » Ils ne le disent pas aussi brutalement, hein, mais c'est quand même ce que nous disent finalement la plupart des gens aux commandes aujourd'hui. Bon, c'est pas faux ça scientifiquement. C'est un problème moral, c'est un problème éthique, c'est un problème esthétique, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas scientifiquement faux. Donc, on ne peut pas regarder la science comme étant la solution ultime. Si vous préférez le suicide, bah, ça marche le suicide. Hein. Scientifiquement, c'est très efficace. Donc, on ne peut pas simplement réfléchir comme si la science allait nous sauver pour une raison simple. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut. La science peut aider à atteindre un objectif et peut aider à tirer un état du monde relativement correct. Mais elle ne peut pas nous dire là où on veut aller. Si on choisit le suicide, bah, ça marchera très bien et ça sera scientifiquement correct. Et pourtant, évidemment, de tous les autres points de vue, catastrophique. Bon, j'ai plus beaucoup de temps là. Donc, il y a une question poétique, moi j'y tiens beaucoup, parce que pour moi la poésie c'est tout sauf quelque chose de mièvre. La poésie c'est la précision, la rigueur et la capacité à déconstruire le langage tout en le maîtrisant. Autrement dit, il faut savoir de quoi on parle, mais il faut aussi oser de temps en temps un peu de violence vis-à-vis de l'objet de notre intérêt, donc que ce soit économique, poétique, scientifique ou tout ce qu'on veut, on est face à un moment où la violence est nécessaire. Alors évidemment, je dis ça comme une provocation, je ne parle pas d'aller casser des voitures, ça ne m'intéresse pas du tout personnellement. La violence au sens de Jean Genet, c'est-à-dire en cela qu'elle s'oppose à la brutalité. La violence est créatrice, c'est de cela dont je parle évidemment dans ce contexte. Il y a un problème méthodologique, ça c'est fondamental. Je crois qu'il faut être un peu sérieux. Avec la liberté, par exemple. Je trouve ça extraordinaire de voir les anti-écolos, généralement, d'un seul coup, là, parce que normalement, ça ne l'oublie pas trop, hein, mais d'un seul coup, devenir des chantres de la liberté. Mais attendez, mais vous, là, vous voulez, en fait, restreindre nos libertés. Voilà ce que j'ai entendu plein de fois. J'avais discuté une fois avec un des directeurs de l'aviation civile qui me disait, la main sur le cœur, peut-être les larmes aux yeux, je ne me souviens plus, je veux un monde où ma fille est libre de prendre l'avion. Et je lui ai répondu, oui, mais si elle est morte, c'est pas très intéressant pour elle. C'est sympa la liberté, mais le problème, c'est pas de savoir si on est pour ou contre la liberté. On est tous pour, ok, ça y est, c'est dit, vive la liberté, voilà, c'est dit. Mais une fois que c'est dit, il faut être sérieux. La question intéressante, c'est pas d'être pour ou contre la liberté, c'est de savoir comment on concilie des vérités qui sont mutuellement exclusives. Est-ce qu'on préfère la liberté de pouvoir changer de téléphone portable sur Amazon tous les 6 mois, ou la liberté de pouvoir respirer un air qui ne nous fasse pas crever dans les 10 ans qui viennent? C'est ça la question. Et c'est là où il faut être un peu sérieux. Vous voyez, et généralement, ceux qui s'inventent actuellement défenseurs de la liberté pour contrer l'écologie, ils sont quand même bien contents que les cambrioleurs n'aient pas la liberté de venir chez eux le soir. C'est une privation de liberté pourtant ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on considère qu'effectivement, s'introduire chez quelqu'un à son insu, c'est quand même quelque chose de très brutal et qu'il est normal que l'État veille à ce que cette liberté soit restreinte. Mais la liberté de tuer nos gamins, ça en revanche, il n'y a pas de problème. On peut continuer, tout va bien, on sait que ça va avoir lieu, mais on ne peut pas envisager des mesures de restriction. Moi, je crois qu'il faut être sérieux avec ces choses-là. Exactement comme avec la violence. Personne n'aime la violence. À moins d'être un peu taré, on est tous contre la violence. Super. Mais ce n'est pas le problème d'être contre la violence. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ne rien faire, c'est en fait cautionner un système d'ultra-violence. Puisqu'on est en train de cautionner un système de destruction massive de la vie sur Terre, comme il n'y en a jamais eu en 4 milliards d'années de la vie sur Terre. C'est quand même extraordinaire. Bon. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, l'inaction est une ultra-violence. Ça ne veut pas dire que pour autant, il faut aller casser des vitres. Hein. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie et je crois que ce n'est pas très utile. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Mais en tous les cas, on peut quand même intégrer un peu de philosophie politique et comprendre que jamais un système n'a subi une révolution organisationnelle sans qu'il soit empêché de fonctionner. Jamais. Donc, ce qui peut quand même contribuer à gripper le fonctionnement bien huilé du système pourrait être bienvenu. Ou pas.
J'en sais rien, peut-être que ça sera pire, je ne sais pas. Mais moi, je ne veux pas faire les vierges effarouchées qui disent jamais, jamais, jamais rien qui puisse confiner à un peu de violence. Mais on est en plein dans l'ultra-violence. On est dedans en ce moment. Un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes en ce moment. 1000 milliards d'êtres vivants sensibles sont tués sans raison chaque année en ce moment. Donc on est dans l'ultra-violence. Voilà. Bon, je vais donc devoir bientôt m'arrêter. Je dirais en conclusion que tant que nous n'avons pas compris que ce que nous faisons de l'énergie, et au moins de l'énergie au sens large, y compris l'énergie intellectuelle, s'il vous plaît, est au moins aussi destructeur que les émissions de gaz à effet de serre associées à son utilisation, on n'a pas commencé à faire face aux choses sérieuses. Une énergie propre, à disposition de manière illimitée, alors disons une énergie quasi propre, comme la fusion nucléaire, à mon avis, c'est la fin du monde, là. Si vraiment on arrive à faire ça, alors vraiment, vraiment, c'est sûr que c'est foutu. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons de l'énergie, je l'ai déjà dit, excusez-moi, je radote, mais c'est pour moi le point nodal, est dévastateur. Nos routes, nos parkings, nos antennes, nos supermarchés, nos filets dérivants dans les océans, nos 200 000 avions par jour qui sillonnent le ciel sont destructeurs, indépendamment de tout rejet de gaz. Donc tant qu'on n'a pas commencé à comprendre qu'il n'y a aucune solution qui ne soit pas une révolution radicale de ce qui fait sens, je crois qu'on n'a pas commencé à faire face aux choses sérieuses. Si vous détruisez la forêt amazonienne avec des bulldozers à énergie solaire, vous avez quand même détruit la forêt amazonienne sans émettre de gaz à effet de serre. Or, on va le faire si on ne change rien. Pourquoi? Parce qu'il faudra bien nourrir les vaches qui sont dans nos hamburgers. Donc si on ne change pas notre manière d'être, de toute façon, la vie sur Terre va s'étioler. Bon, voilà, en vraie conclusion, c'est un artifice rhétorique, je dis en conclusion, comme ça on ne coupe pas, et puis en fait j'en rajoute toujours un peu. Non, en vraie conclusion, je vous promets, c'est la vraie, allez hop, je ferme mes notes. Je crois que il y a deux vérités contradictoires auxquelles il faut faire face en ce moment. Il y a ceux qui nous disent, si on veut s'en sortir, ça va être très dur. Et c'est vrai. C'est-à-dire que si on garde la vision de l'ancien monde, je vous le disais tout à l'heure, la baisse de consommation énergétique qui serait nécessaire chaque année, associée à toute cette migration axiologique, est considérable et serait associée à un inconfort pour les pays riches tout à fait considérable. Donc ça, c'est vrai. L'effort à faire est énorme. Ça, c'est vrai. Mais en contrepoint de ça, il y a une autre vérité à laquelle je crois on ne peut pas non plus se fermer tout à fait, c'est que ce n'est triste, et ce n'est castrateur, et ce n'est finalement dérangeant que parce que nous ne changeons pas d'indicateur. Mais une fois qu'on se sera convaincu que savoir reconnaître les chants d'oiseaux qu'on entend encore dans nos villes, plutôt que de savoir reconnaître les notifications Insta versus Twitter versus Snap versus Facebook, ce n'est peut-être pas en réalité une baisse de l'intensité de notre expérience de vie. Peut-être que lorsqu'on aura compris qu'effectivement lire un livre à l'arrêt de bus plutôt que de faire défiler son fil d'actualité Insta, ce n'est peut-être pas une baisse de l'intensité de notre expérience de vie, alors on se rendra compte que cette mutation nécessaire n'est pas nécessairement une mutation pour le pire, n'est pas nécessairement une mutation de décroissance, qu'elle est en réalité une croissance du point de vue de tous les critères qui font réellement sens. Et que ce n'est qu'une décroissance que du point de vue de quelques critères extrêmement particuliers et, me semble-t-il, extrêmement contestables du point de vue fondamental. Merci. Merci beaucoup, M. Barraud, pour cette présentation. On va ensuite commencer une petite partie avec nos questions. Et ensuite, on laissera une partie des questions du public. Nous avons la chance d'avoir un public physique avec nous aujourd'hui. On prendra évidemment les questions des personnes qui sont en ligne, donc vous pouvez envoyer vos questions via le fil de discussion. On va commencer avec Redouane et la première question. Le dernier rapport spécial du GIEC stipule et modélise de dramatiques conséquences entre une Terre qui se serait réchauffée de 1,5 degré Celsius entre sa situation pré-industrielle et la situation qu'on pourrait connaître dans quelques années. Devons nous attendre, selon vos dires, à une vague de canicule mortelle pour 74% de l'humanité, ce qui entraînerait sans commune mesure une vague de réfugiés climatiques des pays du Sud vers les pays du Nord. Est-ce cela qu'on peut qualifier de fin du monde?
Oui, alors le mot fin du monde, je l'ai employé plein de fois en donnant du pain béni à mes détracteurs. En fait, c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien l'étymologie. Mundus en latin, comme cosmos en grec, ça ne réfère pas à la totalité de ce qui existe. Ça serait universus. Mundus, ça réfère à une convenance raisonnable et à une sorte d'harmonie globale de systèmes précaires interagissant les uns avec les autres. Et donc, en ce sens, je crois effectivement que c'est légitime de parler de fin du monde. Écoutez, si on ne parle pas de fin du monde face à cette déstabilisation-là du système Terre, alors c'est simplement que le concept n'a aucun sens. Effectivement, tu as raison, les 1,5 degrés seraient catastrophiques, mais en réalité, on ne les tiendra pas. Ça, c'est absolument sûr qu'on ne les tiendra pas. Même 2 degrés, aujourd'hui, on n'y croit plus vraiment. Donc, on est sur une trajectoire à 3, 4, 5, peut-être 6, 7, ça dépend des modélisations. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est 2 choses. Donc d'abord, je refais la petite blague de Jean Covici. C'est pas une blague en fait, mais c'est une image qui est vraiment pas mal. Il explique qu'à 1 degré d'élévation de température de son corps, on a un peu mal à la tête, mais on peut quand même venir en cours. À 5 degrés d'élévation de température de son corps, on n'a pas 5 fois plus mal à la tête, on est mort. Bon. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour la biosphère sur Terre. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évolution globale de la température, c'est pas le plus important. Le plus important en physique, c'est que quand une valeur augmente, les fluctuations autour de la valeur moyenne augmentent aussi. Ce qui veut dire que dans un monde à 5 degrés, ou même 3 d'ailleurs, degrés de réchauffement climatique, on n'a pas seulement ces 3 degrés globaux, on a des ouragans, on a des épisodes extrêmement froids aussi, et extrêmement chauds, qui se multiplient. Or, les systèmes vivants, ils ne sont pas sensibles aux effets moyens, ils sont sensibles aux effets instantanés. Si là, d'un seul coup, vous soumettez la France à une température extraordinairement froide pendant 1 mois, l'essentiel de la biosphère sera morte, même si c'est que 1 mois. Et donc, c'est ça le problème, c'est que ces fluctuations qui sont très importantes, même à courte durée, ont un effet dramatique sur le vivant. Et ça, effectivement, on commence à en voir les conséquences. Alors, pour ce qui est des migrations, ça, vous avez raison, c'est vraiment pas de chance quand même. Ça aurait été pas mal que les plus touchés soient les pays les plus fautifs. Si le pire du réchauffement climatique avait eu lieu au Texas, ça aurait été peut-être une bonne chose. Bon, c'est pas comme ça. C'est vrai que c'est une fois de plus les pays pauvres qui vont le plus déguster, ce qui est particulièrement cynique. Et le seul endroit actuellement où ça a vraiment eu de façon claire, c'est effectivement au Bangladesh, où on a vraiment là des réfugiés climatiques de façon indiscutable, c'est-à-dire des gens qui bougent parce qu'ils ne peuvent plus vivre là où ils étaient. Et quelle est la réaction de l'Inde? Évidemment, c'est de construire des murs. Vous imaginez bien que ce n'est pas de dire « Ah ben venez, on emmène des cars là, pour vous faire venir chez nous ». C'est évidemment de mettre des clôtures. Donc on voit là, dans les faits, que ça ne va pas bien se passer. Donc on comprend ici qu'au-delà des conséquences naturelles qu'il puisse y avoir avec une telle augmentation de la température, on doit s'attendre aussi à des gestions au niveau géopolitique qui vont être très difficiles pour les pays, sur la question des migrations, sur la question de l'accès à l'eau, sur la question des déséquilibres face aux denrées alimentaires. Y a-t-il un risque sérieux d'éclatement de nos sociétés à l'horizon 2050 selon vous? Écoutez, moi je pense qu'il faut être prudent parce que j'en sais rien, mais il me semble que si on extrapole le futur à partir de ce qu'on sait du passé, la réponse est oui. Voilà. Si on regarde dans le passé les cas où il y a eu de telles migrations de population, qui n'ont d'ailleurs jamais eu lieu en réalité, mais qui ont été souhaitées, ça ne s'est absolument jamais bien passé. Donc si on conjugue ces migrations de population avec, parce que dans 30 ans ce sera le cas, la diminution de l'enveloppe énergétique globale disponible, et puis avec ce qui se passe quand même au niveau politique, maintenant le monde entier sait ce que je viens de vous dire ce soir. Il y a combien de pays dans le monde? Je ne sais pas, 150, non? Quelque chose comme ça. Il y a combien de présidents ou présidentes écolos? 0. C'est extraordinaire. Donc tout le monde sait ce qui se passe. Et personne, il n'y a pas un seul pays au monde, pas un seul au monde, qui a fait de la résolution de ces problèmes sa priorité. Donc quand on conjugue tout ça ensemble, je ne vois pas comment ça pourrait bien se passer. Je ne vois pas. Justement, vous parlez de président écolo. On a vu en novembre 2018 la naissance du mouvement des Gilets jaunes qui s'opposait à la hausse des carburants. Une mesure, aussi suffisante soit-elle, qui avait pour objectif d'essayer de limiter les gaz à effet de serre, mais une mesure aussi inégale pour les populations, et donc qui a mis en lumière la difficulté de prendre des décisions qui peuvent vraiment changer les autres sans léser telle ou telle partie de la population. Ma question est la suivante. Comment faire accepter justement aux différentes populations de telles décisions qui vont se révéler impopulaires, restrictives?
Oui, alors ça, vous avez tout à fait raison. Et je pense que ça montre exactement le problème de se dire on va prendre une mesure écologique, mais sans infléchissement systémique. Et on a là l'exemple par les faits que juste ça ne marche pas. Et c'est normal que ça ne marche pas en réalité. Bon, moi, je n'ai pas de baguette magique, hein, donc je n'ai pas de programme clé en main et je ne suis pas candidat aux élections, donc je laisse à d'autres le soin de se coltiner ce sale boulot. Mais ce qui me paraît quand même clair, c'est que ça ne marche pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me semble impossible si ce n'est pas indexé à une redistribution. Globalement, la Terre peut nourrir tous les êtres humains, hein, actuellement et même à horizon 2050. En termes de ressources, c'est possible. Donc, on est quand même en train de tranquillement là se dire, eh ben, il y en a qui sont dans l'opulence et il y en a qui meurent de faim. Et après tout, ça a toujours été comme ça. Oui, enfin bon, les guerres aussi, ça a toujours été comme ça, les meurtres, ça a toujours été comme ça, les viols, ça a toujours été comme ça, et c'est pas pour autant que c'est souhaitable, hein. Donc cet argument, il n'a aucun sens du point de vue éthique. Et donc, il me semble quand même qu'aujourd'hui, si on se dit l'enveloppe globale doit diminuer, et pour autant, je suis d'accord avec vous, on n'a évidemment pas envie que les plus pauvres meurent de faim. Bah, un enfant de 5 ans vous dit, bah oui, donc forcément, il faut un effet transfert. C'est la seule façon de s'en sortir. Si on diminue la quantité globale d'eau et qu'on veut que ceux qui en ont pas beaucoup en aient même un peu plus qu'aujourd'hui, bah, il faut que ceux qui en ont énormément en aient pas mal moins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, je pense que ce n'est pas de l'idéologie politique, c'est presque une vision physique du problème. Mais en plus de ça, je crois vraiment aussi à l'effet valeur. Et là, il faut que ce soit un petit peu clair. Il y a les gens qui meurent de faim. Ça, c'est pas une question de valeur. Quand on ne peut pas bouffer, quand on ne peut pas se soigner, quand on ne peut pas se loger, on est vraiment en situation de précarité où là, les problèmes matériels sont les problèmes prioritaires. Et moi, je crois, c'est mon avis en tout cas, qu'il faut traiter ça de façon prioritaire et je suis totalement favorable à ce qui est du type, on peut appeler ça comme on veut, revenu universel, enfin n'importe quoi, ce qui fait que ces choses-là doivent être, à mon avis, éradiquées par la force. Mais dès qu'on est au-delà de cette situation-là, quand on n'est plus en situation comme ça, vraiment de stress matériel, il y a vraiment un problème de valeur. C'est-à-dire que pourquoi aussi beaucoup de gens qui ont dépassé ce stade, hein, là je parle mais qui ne sont pas riches quand même, sont dans une situation compliquée. Parce que, regardez, dans le bus, je veux dire, si on n'est pas habillé en vêtements de marque, on passe pour un plouc. Si on n'a pas le iPhone, c'est combien, 12 maintenant, on passe pour un plouc. Et ça, c'est en partie fait par le regard de l'autre. Les besoins de se nourrir et de se soigner, ce n'est pas le regard de l'autre. C'est nos besoins vitaux, fondamentaux, et je crois qu'il faut qu'on les partage et qu'on les rende accessibles à tous. Mais après, il y a ce que j'appelle le problème axiologique de la désirabilité, qui fait que je trouve qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'il faut justement, c'est pour ça que quand je parle de ringardiser Elon Musk, ce n'est pas seulement pour la blague, c'est parce que je trouve qu'il serait temps de dire à nos jeunes, mais mon fils, ma fille, je ne veux pas que tu deviennes ça. Si tu deviens l'homme le plus riche du monde, la femme la plus riche du monde, je ne serai pas fier de toi. Et lorsqu'on aura fait cette mutation-là, alors je crois qu'une partie de nos besoins ressentis disparaîtront. J'en sais rien, c'est ce que je crois. Vous rappelez souvent justement cette nécessité de changement axiologique, qu'il faut forcer les mœurs à être changées, qu'on ne peut plus être dans cette logique de croissance. Est-ce qu'il faut forcer ce changement par, je vais revenir sur le thème de la politique, mais par une dictature verte, entre guillemets, une dictature écologique? Est-ce qu'il faut que ces changements axiologiques soient l'objet de programmes à l'école imposés? Comment cela pourrait se traduire politiquement et un changement dans la société? Je pense qu'il faut une dictature avec moi comme dictateur. Sérieusement, non, mais c'est une question sérieuse en plus. Et je ne sais pas. Historiquement, la dictature, c'était pas péjoratif. Hein. C'est quand les pirates pillaient l'Empire romain et qu'il fallait donner tout pouvoir à quelqu'un pour résoudre un problème qui est un problème de survie. On n'arrivait plus à manger, en fait. On n'arrivait plus à se nourrir. Et face à un problème qui devenait un problème vital, on prenait des solutions extraordinaires. Donc, si on revient à l'étymologie de la dictature, ce n'est pas forcément si grave que ça. Mais le terme aujourd'hui étant dévoyé, on ne peut évidemment plus l'utiliser. Bon. Je pense que rien de fondamental ne peut avoir lieu sans l'assentiment populaire. Ça, c'est sûr. Donc, clairement, il y a un travail d'éducation à faire.
Mais en même temps, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que on n'a plus le temps, je crois, de choisir l'ordre qui serait souhaitable. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, c'est exactement, si tu veux, à la fois en termes temporels et en termes de modalité d'action. On pourrait se demander dans un monde idéal, est-ce que ça doit venir d'abord l'initiative individuelle ou est-ce que ça doit devenir de la coercition politique? Est-ce que ça doit commencer par le symbolique ou commencer par le légal? On ne peut plus se poser ces questions-là. Je pense qu'il faut mener le combat, la révolution, sur absolument tous les fronts en même temps. Et je voudrais revenir un instant sur la question, on va dire, de la violence au sens large. Vous savez qu'il y a presque 2 ans, a commencé en Algérie une extraordinaire révolution populaire, le Hirak, où les gens étaient dans la rue, défilaient 1 million de personnes dans les rues d'Alger tous les vendredis, etc. Extraordinaire. Bon, ils ont réussi à empêcher la réaction de Bouteflika. Après, ils sont hérités de Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, c'était pas beaucoup mieux. Puis maintenant, ils ont à nouveau un président, Tebboune, qui est un pur produit du système précédent. Donc pour le moment, le Hirak a échoué. Se retrouve, et d'ailleurs il recommence, hein, le Covid est commençant un peu à s'estomper, on recommence à avoir des gens dans la rue. En fait, pourquoi est-ce qu'à ce stade ça n'a pas marché? Il me semble que ça ne marche pas parce que rien n'empêche le système de fonctionner. Les défilés, c'est le vendredi. Vendredi, dans les pays musulmans, c'est le jour où on ne travaille pas. Bon, les gens défilent le jour où on ne travaille pas, bah, très bien, les gens défilent. Donc le peuple est presque unanimement contre le pouvoir actuel. Mais ça ne suffit pas, ça. Alors tout le monde trouve ça extraordinaire. C'est un exemple de civisme. Il n'y a pas de violence. Super. Moi, je suis ravi qu'on ne casse pas la gueule des policiers. Hein. Tant mieux. Pas de violence. Les gens sont bien éduqués. Ils ramassent, paraît-il, les papiers sales dans les rues après. Enfin, ils sont vraiment super, ces jeunes. Soit. Mais ils ratent. Ça ne marche pas. Et donc, moi, je crois que ça, il faut le faire. Mais il faut quand même, en parallèle, qu'il y ait un petit grain de sable dans le système qui fasse que le système ne continue pas exactement à l'identique. La question, c'est comment on fait. Parce que c'est très instable comme système. Si vous mettez trop de sable dans le système, à ce moment-là, il y a un retour de bâton qui est extrêmement violent. Typiquement, c'est marrant de voir comment sont perçues les actions d'extinction rébellion. Bon, vous savez que c'est un groupe d'activistes. De temps en temps, ils bloquent l'accès à un centre commercial pendant 2 heures. C'est très marrant de voir qu'il y a des gens pour qui, là vraiment, ils ont passé la ligne jaune. Quoi. Ils ont passé la ligne jaune. Là vraiment, on est dans l'ultra-violence. Bon, ils n'ont jamais fait de mal à personne, hein, ils n'ont jamais blessé personne, etc. Ils ont empêché de consommer pendant 2 heures. C'est Ségolène Royal, hein, je crois, qui disait que là, vraiment, ça jouait contre l'écologie, parce que ces gens sont tellement des fous furieux qu'on ne peut pas aller jusque-là. Bon, ça pose des questions intéressantes. Voilà. Et donc, mais si c'est ce que la population ressent, effectivement, il ne faut pas le faire. Ça joue à contre. C'est vrai que ça joue à contre. Donc, c'est un système, je pense, qui est extrêmement subtil, en fait. Il y a un mode de désobéissance civile qui, à mon avis, est probablement nécessaire. Mon ami, le prix Nobel de chimie, Jacques Dubochet, en Suisse, fait la désobéissance civile. C'est un vieux monsieur on ne peut plus respectable. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus. D'abord, parce qu'on ne peut pas tuer des gens, ça c'est certain, et parce que de toute façon, ça ne sera pas accepté. Donc, c'est compliqué. Mais ce qu'il faudrait quand même, c'est que le pouvoir politique, même s'il n'a pas les mains complètement libres, et ça c'est vrai qu'il ne les a pas, c'est trop facile de croire que tout est simple quand on est président de la République, ce n'est pas le cas. Mais à défaut de pouvoir le faire, il faudrait quand même qu'il soit en position de vouloir le faire. Et ça c'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Moi j'ai discuté avec des gens qui aimeraient bien devenir président, sensibilité écolo, toujours pas de nom. Et pour certains d'entre eux, je les crois bien intentionnés. Sincèrement, je peux me tromper, c'est pas des amis très proches, mais je les crois bien intentionnés. Mais je leur ai dit, tu crois vraiment que quand tu seras président, tu vas y arriver? Ça me paraît pas si simple. Dans un système complètement mondialisé, moi demain, si j'étais président, je ferais quoi? Et une fois, je m'étais dit, en fait, ça serait, mais pour faire ça, il faudrait que je sois, je ne sais plus, je m'étais dit président d'université, président, et ça ne suffirait pas, en fait. Pour vraiment faire ça, il faudrait que je sois ministre. Finalement, en fait, ça ne suffirait pas. Pour faire ça, il faudrait que je sois président. Et maintenant, je suis arrivé à la conclusion qu'être président, ça ne suffirait pas. Pas très bien, Musk. C'est très compliqué. Je vous l'ai jamais dit. On comprend donc qu'il serait difficile d'imposer ce que Baptiste a qualifié de dictature verte aux populations pour trouver des solutions.
comme solution, vous évoquiez la décroissance. Vous considérez aussi que, d'une certaine façon, de la même façon que les théories malthusiennes en économie, qu'une croissance infinie n'est pas possible dans un monde infini. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, prôner la décroissance, c'est proposer une alternative durable à notre situation ou s'affranchir du capitalisme devenu aveugle? Oui, alors donc effectivement, mais d'abord, je voudrais qu'on ne se fasse pas confisquer les mots par les économistes. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de décroissance tout court, ce qui est souvent entendu, c'est décroissance du PIB. C'est quand même un truc de dingue, parce que ça aussi, je crois que Jean-Paul l'a bien expliqué. On a pensé les choses en attribuant une valeur nulle au capital de départ. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce qu'on appelle croissance, c'est exclusivement la valeur ajoutée. Et on ne se rend pas compte que cette valeur ajoutée s'accompagne d'une destruction du capital de départ qui avait en réalité une valeur énormément plus grande que ce que nous construisons, mais auquel on avait contractuellement décidé de donner une valeur nulle. Bon. Donc ça, du point de vue économique, on est en train de dire finalement que bon, détruire la vie sur Terre, c'est une externalité négative, quoi. Oui, mais ça ne va pas, quoi, comme manière de raisonner. Donc je crois que déjà, il faut qu'on se réapproprie les mots. Oui, je suis absolument convaincu que la décroissance est nécessaire si on parle de PIB, mais si on parle de croissance et décroissance tout seul, c'est-à-dire sans rajouter du PIB derrière, alors non, moi je suis pour la croissance. Je suis pour la croissance de la créativité, pour la croissance de l'amour, pour la croissance des découvertes scientifiques, pour la croissance des progrès de la médecine, pour la croissance de la diversité de la vie sur Terre, pour la croissance des forêts primaires, etc. Donc globalement, je suis pour la croissance, moi. Il n'y a qu'une chose extrêmement minime que j'aimerais voir décroître, effectivement, c'est notre activité de prédation. Et ça, en fait, quand on y réfléchit un peu, c'est quand même pas beaucoup demandé. Franchement, c'est pas beaucoup demandé. Écoutez, moi, je me considère pas du tout comme un exemple, d'accord? Pas du tout. Donc, je ne le ferai jamais, je ne suis pas exemplaire et je le sais. Et ce n'est d'ailleurs pas complètement incompatible, puisque je pense que le système est systémique. Mais les quelques points sur lesquels j'ai fait des efforts. Bon, typiquement, je n'ai pas pris l'avion depuis un paquet d'années. Mais honnêtement, mes vacances sont aussi bien. J'ai passé mes dernières vacances dans l'Ardèche, elles étaient aussi bien que les vacances que j'ai passées au Canada il y a 10 ans. Franchement, elles étaient aussi bien, j'ai juste pas été moins heureux. Autre effort que j'ai fait, j'ai fermé tous les réseaux sociaux. Bon, je vous assure qu'avant, à l'arrêt de bus, je sortais mon téléphone, c'était un réflexe en fait. J'y pensais même pas, c'était hop, l'arrêt de bus, le téléphone. Maintenant, j'ai à nouveau un bouquin dans ma poche, mais je revis quoi. C'est pas un effort en fait, c'est un enrichissement de mon expérience de vie. Et donc, je crois quand même que pour beaucoup, et pareil pour l'alimentation carnée, bon, moi j'aime pas trop la viande, donc j'ai aucun mérite. Mais les gens qui font l'effort, on peut être vraiment gourmand et vegan. Gourmand, vraiment. Gros même, si vous voulez. Ça peut être super bon, quoi. Donc, bon, je pense que finalement, l'effort à faire, si on est un peu sérieux, il est pas si grand que ça. Il faut juste qu'on redéfinisse le plaisir, en fait. Mais c'est pas évident. Parce qu'on a tous nos faiblesses. Moi, je me suis fait railler par des bouffons parce que j'aime bien les belles montres. Ouais, j'aime bien les belles montres. Ok, j'en suis pas fier parce que quelque part, évidemment qu'une belle montre, elle nécessite quand même un effort assez conséquent pour être construit bien plus que nécessaire. Ok, écoutez, on a tous nos petites faiblesses, nos pulsions comme ça qu'on se mérite parce qu'on vit dans ce monde-là et c'est extrêmement dur d'en changer. Et quand le regard de l'autre change et qu'au lieu d'être un marqueur de réussite sociale, la possession, par exemple, d'une belle montre, puisque je fais exprès de prendre un exemple qui me défavorise, sera un marqueur de prédation, on n'aura plus envie d'en porter, quoi. J'aurais pas envie de passer pour un salaud, j'ai pas envie d'avoir sur moi quelque chose qui dit je suis un salaud, donc j'en aurais plus. Mais vous comprenez que, donc, selon vous, la seule décroissance plausible est celle économique. Avec l'actuelle crise sanitaire, on est dans une phase de récession assez grande, vu qu'il y a des astres conséquents sur l'homme, avec un grand H. Est-ce que vous pensez que c'est tenable? Je ne sais pas. Je pense vraiment que ça pourrait être tenable. Par exemple, cette crise sanitaire, moi, j'en reviens pas de l'absence de questionnement. Le restaurateur en bas de chez moi, je pense qu'il est dans une situation catastrophique, quoi. Catastrophique. Je pense qu'il ne va plus réussir à payer son loyer, en fait. Moi, en tant que fonctionnaire, je continue de recevoir l'intégralité de mon salaire.
Mais c'est dingue quand on y pense. J'ai rien fait de spécial. C'est pas parce que je suis plus brave que lui. C'est une question de chance. Par chance, mon métier à moi n'est pas du tout impacté. Il est impacté en termes de qualité d'enseignement, mais mon salaire à moi n'est pas du tout impacté par la crise, alors que le salaire d'un restaurateur est drastiquement impacté. Comment se fait-il que personne, même à gauche, personne ne dise bah oui, on partage quoi. C'est juste normal. Moi, mes gamins, c'est le premier truc qu'ils disent. Ah bon, ça se passe pas comme ça en ce moment, ils n'en reviennent pas. Moi, franchement, ça me choquerait pas du tout hein, que mon salaire diminue de 30% en ce moment en disant bah oui, c'est normal, il y a des gens qui n'ont plus rien. Bah oui, ça serait normal. Celui de Musk, il pourrait diminuer de 10 000%. Enfin bon, voilà, on ferait des choses graduées. 100 000%, 1 million de pourcents, il y en a 50 chez nous tous réunis. Donc oui, écoutez, vous avez bien vu que c'était une vaste plaisanterie, cette histoire de dividendes gelés, quoi. On a retardé de quelques mois les choses, en fait. Mais notre ami Geoffroy va toujours très bien. Donc voilà, je crois que ça serait tenable si on était sérieux. Mais si effectivement, on ne fait rien d'autre, on ne redistribue pas, on ne change pas les objectifs, on ne change pas la manière d'être, on ne change pas l'imposition, etc., alors je suis d'accord avec vous. Là, c'est catastrophique. Et effectivement, là, on le voit, aujourd'hui, la récession économique met des gens dans une situation catastrophique. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment que le changement soit global. Si c'est juste, on décroît, mais on ne change pas les règles du jeu, alors je suis d'accord avec vous, il va y avoir plein de laissés pour compte, et ça sera les plus pauvres qui vont dérouiller. Et donc, effectivement, c'est pas ce qu'on veut. Redouane, justement, vient d'aborder la question de la crise sanitaire. On peut se demander qu'est-ce qui va ressortir de cette crise, si tant est qu'elle se finisse un jour. Est-ce qu'on va pouvoir en retirer quelque chose, d'autant plus que voilà, on voit qu'on cherche à développer de nouveaux systèmes de production. On voit qu'il y a une récession économique. Est-ce que ce ne serait pas le signe justement de profiter de cette récession pour changer, comme vous le disiez tout à l'heure déjà, les valeurs, mais est-ce qu'il ne faut pas retenir quelque chose de cette crise et vraiment en faire quelque chose pour Oui, ça serait bien, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça se profile, quoi. Au début, là, vous vous rappelez, au premier confinement, on a tous été quand même un peu choqués, quoi. On s'est dit, mince, c'est quand même le plus de chez nous, c'est un truc de dingue. Et là, tout le monde, là, tous les intellectuels se sont pourvus d'une tribune. Alors là, dans Libération, dans le Figaro un peu moins, mais il y en avait tous les matins. Hein, le monde ne sera plus jamais comme avant. Que dalle, quoi. C'est juste pas produit. Et tout le monde se disait, ça ne pourra plus revenir comme avant. Mais en fait, quand vous regardez aujourd'hui les discussions, enfin, celles dont j'ai connaissance, c'est-à-dire une petite partie, mais qui ont lieu dans le directoire d'Air France, dans le directoire d'Airbus, etc., la seule question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on revient à la normale. Et je les comprends un peu. Bon, je veux dire que le directeur d'Air France n'a pas envie de licencier ses salariés, ça se comprend. Mais c'est la seule question qui se pose. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que les aides de l'État ne sont absolument pas conditionnées à une mutation écologique digne de ce nom. Donc en fait, et puis quand même, on a tous vu, moi je l'ai vu d'abord à la télévision, enfin je ne regarde pas la télévision, mais on m'a envoyé le truc YouTube, mais je l'ai vu même dans Grenoble, les magasins réunissent et vous voyez là les 100 mètres de queue devant McDo, vous dites c'est pas possible, c'est une blague quoi. Ben, non, ça a lieu pour de vrai. Donc le premier truc qu'on a envie de faire quand le déconfinement est annoncé, c'est d'aller manger un hamburger quitte à faire 2 heures de queue. Bon, j'y crois pas trop en fait, hein, au changement. Bon, alors après, il y a quand même des frémissements de beauté. Il y a des systèmes d'entraide qui sont vraiment mis en œuvre et ça, je crois qu'ils vont durer. Pablo Servigne est pas mal là-dessus. Il explique que dans une situation de crise, moi, je n'y crois pas trop à l'effondrement rapide. Mais pour ceux qui y croient, la meilleure façon d'y faire face, c'est pas de se cloîtrer chez soi avec des armes, hein, c'est de développer des réseaux de solidarité. En cas de crise, les gens qui survivent, c'est les gens qui ont des réseaux d'amis et des réseaux d'entraide et qui savent déjà fonctionner dans une micro-communauté. Micro-communauté, ça ne veut pas forcément dire qu'on fume des joints sous la tente. Hein. Ça veut juste dire qu'on est organisé avec du commun. Ça, je trouve que c'est assez intéressant, cette idée-là. Il a raison de souligner ça. Et ça, on l'a vu un peu émerger là, quand même, pendant la crise. Mais regardez les fameuses ZAD, les zones à défendre. C'est incroyable quand on y pense. C'est complètement dingue. Moi, j'y suis pas allé à Notre-Dame-des-Landes avant la crise. Je ne sais pas si ça marchait bien ou pas. Je ne sais pas, j'ai eu des échos contradictoires. Mais c'était quand même super intéressant. Il y a des gens qui ont essayé un autre truc. Et c'était vraiment intéressant quand la préfecture de police leur a dit faites vos demandes, puis on verra ce qu'on garde et ce qu'on jette. Ils ont répondu on ne peut pas faire ça. Parce qu'on a construit un truc qui est complètement circulaire et si vous enlevez un seul maillon, tout s'écroule. Bon, ils ont essayé un truc. Et à la fin, ça s'est quand même fini avec les cars de police, quoi. Donc en fait, l'expérimentation
n'est pas aujourd'hui valorisé. Je ne dis pas que toute expérimentation est bonne à prendre. Dans n'importe quelle expérimentation, il y a des échecs. Mais pour savoir si c'est un échec, il faudrait donner sa chance finalement à ces ailleurs. Et on ne donne pas du tout la chance à l'ailleurs. Regardez même comment sont gérés, je ne sais pas comment ça se passe à GEM, mais même dans les universités, dans les laboratoires de recherche, etc., il y a de la beauté, mais au niveau, je trouve, de résistance microscopique, comme ça. Mais on voit bien que l'évolution globale n'est pas celle d'une remise en cause de la vision productiviste. On n'arrive pas aujourd'hui à être chercheur et à se dire je suis un bon chercheur donc je vais publier moins. Tout le monde sait ce qu'il faudra faire. Tout le monde sait très bien que 90% de ce qu'on publie finalement ne va pas changer, même plus que 90%, ne va pas changer l'avenir des sciences et qu'on est pris dans un système de chaque année on essaye de produire un peu plus que l'année d'avant parce que ça fait bien pour son CV, ça fait bien pour sa carrière et tout le monde sait que c'est un jeu de dupes. Mais on le joue quoi. On le joue. Justement, j'aimerais aborder un peu ce... Et moi aussi d'ailleurs. Non mais c'est vrai, il faut être honnête. J'aimerais aborder un peu, justement, vous avez évoqué le terme effondrement et cette tentative des ZAD d'expérimentation. J'aimerais aborder avec vous une série qui est sortie récemment, qui s'appelle L'Effondrement, réalisée par le collectif Les Parasites, et en fait qui raconte en différents épisodes et différents contextes qu'est-ce qui se passerait après un effondrement, en l'occurrence dans la série, l'approvisionnement en pétrole qui s'arrête et des réactions en chaîne en France. Comment ne pas tomber, puisque c'est l'objet de cette série, dans le double écueil du survivalisme. On le voit, certaines personnes sont déjà très bien préparées à cet effondrement, et l'autre écueil qui serait celui de la collapsologie, et en poussant un petit peu, on pourrait penser aux Américains, aux libertariens qui investissent dans les bunkers, même s'il n'y a pas que, mais... Bon, moi, je trouve que d'abord, il y a quand même un truc à dire. J'ai pas vu cette série, hélas. Il y a quand même un truc à dire, c'est que pour moi, la première leçon de la crise, c'est la résilience du système. Bon, il ne s'est rien passé, quoi, en fait. Au début, quand même, on se posait un peu des questions. Est-ce que le pouvoir politique va tenir? Est-ce que même les gens vont rester chez eux? Est-ce que la police va tenir? En fait, ça se passe très bien. On se rend compte qu'à ce niveau-là de crise, le système est extraordinairement résilient. Et la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce que quand on parle d'effondrement, la question, je crois, qu'il faut se poser, c'est faut-il à tout prix l'éviter? Parce que si on parle d'effondrement au sens la guerre, quoi, voilà, au sens Walking Dead, là, effectivement, ce que tu appelles le survivalisme, chacun sort son AK-47 et on est bon. Ça, évidemment, personne ne veut ça. Donc si effondrement signifie perte de tout le tissu social avec situation violence, brutalité généralisée, bien sûr, il faut l'éviter. C'est pour ça qu'on est là ce soir et c'est ce contre quoi on essaye de se battre. Mais si effondrement veut simplement dire révolution, veut dire on effondre non pas la vie, mais on effondre un système particulier qui était arrivé à bout de souffle. Bon, là, c'est peut-être pas si grave en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment distinguer de quel effondrement on parle. Moi, d'un certain point de vue, je trouve qu'on ne s'effondre pas assez. Moi, depuis que je suis né, j'ai vu absolument aucune mutation majeure. Mais évidemment, on sait que c'est jouer avec le feu. Et que si ça s'effondre, il risque d'y avoir comment on appelle ça, des œufs cassés. Et les œufs, comme toujours, c'est les plus fragiles. Et donc ça, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Alors, bon, les écueils que tu mentionnes, moi, j'avoue que je les prends un peu pour des rigolos. Je suis pas... J'y crois pas trop, quoi, à cette idée, là, d'un seul coup, d'ici 20 ans, tout va s'effondrer, on n'aura plus d'électricité, plus de pétrole, donc il faut commencer à construire des bunkers, s'armer. Je pense que ça concerne extrêmement peu de gens, pas très malins, et que c'est un peu comment dire, un effet pervers de la presse à scandale qui fait beaucoup de sujets sur ces trucs-là, alors qu'en fait, ce phénomène n'existe pas. Je pense que c'est quelques allumés qui ne sont pas du tout représentatifs, ni d'ailleurs des collapsologues. Hein. Les collapsologues, moi je connais des gens très sérieux, le Servigne, il est bien, je l'aime bien, c'est un ami, et c'est pas du tout quelqu'un qui construit un bunker. Bon, il y a simplement une divergence peut-être de vue sur la vitesse à laquelle les choses vont muter. Mais ça, c'est plutôt sérieux. Après, les courants survivalistes, honnêtement, je m'en fiche un peu. Voilà. Je crois qu'ils n'existent pas vraiment, qu'ils sont surmédiatisés et qui sont de toute façon pas une réponse globale à la situation à laquelle on fait face, ça c'est certain. Par conséquent, quelles hypothèses peut-on faire en conclusion de cette réponse? Écoutez, moi, je pense que l'hypothèse,
J'avais appelé ça une fois de façon un peu prétentieuse, donc j'ose plus vraiment employer le terme, mais j'avais appelé ça un activisme multifractal. Ouais, c'est même carrément prétentieux en fait. Ce que je voulais dire, c'est que je crois que l'action peut être déployée à toutes les échelles. Et il me semble qu'à toutes les échelles, ça fait sens. Je vais vous donner un exemple. Si on s'intéresse au réchauffement climatique, la seule échelle importante, c'est l'échelle globale. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si la France, c'est pas le cas, divisait par 2 ses émissions de CO2, et que le reste du monde continuait en progression, il est vrai que ça n'aurait aucun intérêt. Il n'aurait juste aucun intérêt, l'air est brassé, et à la fin, le réchauffement climatique aura lieu de la même manière. Donc ça, c'est un effet global. Donc il faut une solution globale. Mais il y a d'autres effets. Par exemple, la chute de la biodiversité. Je préfère, moi, parler d'effondrement de la vie sur Terre. Ça, c'est pas du tout un effet global, c'est un effet complètement local. C'est-à-dire que quand vous avez un animal qui est en train de mourir, si vous le sauvez ici et maintenant, vous le sauvez ici et maintenant. Ça n'a aucune importance que les Chinois fassent la même chose ou pas. Quand votre frère ou votre sœur est malade, elle va chez le médecin. Et elle ne se dit pas, je ne vais pas chez le médecin parce qu'aujourd'hui, il y a des Africains qui n'ont pas accès à la médecine. C'est tout à fait grave que des gens n'aient pas accès à la médecine, mais il n'empêche que quand vous êtes malade, vous vous soignez. Ce n'est pas un problème global. Enfin, il y a un problème global, bien sûr, mais il y a aussi des solutions locales. Et vous n'allez pas vous laisser mourir parce que d'autres ne peuvent pas se faire soigner. Ce qu'il faut, c'est que les autres puissent aussi se faire soigner. Ce n'est pas que vous arrêtiez de vous soigner. Ça n'a aucun sens. Et donc, ce que je veux dire, c'est que suivant le problème auquel on s'intéresse, la solution peut être exclusivement globale ou en grande partie locale. Et donc, je pense que c'est très important de diffracter comme ça nos modes d'action. Et pour moi, la conclusion, c'est que le plus important et le plus essentiel, parce que parfois ça m'agace, on me reproche d'être vraiment dans un constat alarmiste et de ne proposer aucune solution. Alors que j'ai l'impression de ne faire que ça, en fait, donc je ne dois vraiment pas être clair. Mais pour moi, le petit geste fondamental qu'on doit faire dès ce soir, c'est effectivement pas de trier ses déchets, même s'il faut le faire, c'est de juste tout remettre en cause. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, non, mais tout remettre en cause, ça ne veut pas dire tout cesser, parce que, voilà, moi j'ai toujours un téléphone portable, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrête tout. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on s'interroge sur le bien fondé de la chose. On s'interroge sur le bien fondé de la chose. Je vais acheter un appartement, faut-il que j'achète le plus gros que je puisse avoir compte tenu de mon argent? Je vais acheter une voiture. D'abord, faut-il vraiment que je l'achète? Ensuite, faut-il vraiment que j'achète la plus grosse que je puisse avoir compte tenu de mon argent? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire de réfléchir sur les enjeux. Votre petite sœur ou petit frère va intégrer une formation. Est-ce qu'il l'intègre vraiment pour les bonnes raisons? C'est-à-dire que est-ce que ça correspond à un projet de vie qui n'est pas la reproduction à l'identique des attentes de ses parents qui sont elles-mêmes les attentes du système, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été mûri en tant que tel? Je pense que si on fait ça, on a déjà gagné l'essentiel en fait. Et typiquement dans mon métier, je ne l'applique pas ça. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire avec les publications. Bien sûr que comme n'importe quel chercheur, je publie des articles dont je sais qu'ils n'ont aucun intérêt, parce que ça fait un papier de plus et que c'est bon pour mes thésards. Ça, c'est dramatique. Il faut arrêter de faire ça. Il faut vraiment arrêter de faire ça. Et c'est-à-dire que ce qu'on fait, il faut juste qu'on se demande si ça a du sens. Et je suis sûr que si on fait ça, on a déjà drastiquement gagné en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses à nos questions. Avant de répondre aux questions du public, on va vous écouter lire un de vos poèmes. Ah oui, vous m'aviez demandé ça, oui, c'est vrai. Donc, je ne sais pas, c'est un peu gênant. Parce qu'on me demande ça. Donc, j'ai publié il y a quelques semaines un petit recueil de poésie. Donc voilà, vous m'avez demandé de lire un poème. Bon, c'est un peu compliqué comme exercice, hein, mais allons-y. Indigène. Météoritique à son propre sol. Méréologique à son propre soi. Indigène. Écho précédant le souffle famélique des précédentes chaleurs du petit matin. Lenteur assumée de l'inévidente évidence du regard parcourant le sable comme au premier jour. Car c'est effectivement le premier jour. Indigène. Défi. Lancés aux acculturations endémiques, se pourléchant doucement de l'indonnable libido de leurs exigences cyniques. Imposante fierté, dans la très intime inclinaison nucale qui moque doucement l'inclination sociale, relevée de la courbe échine contre l'imposture des dominations entérinées. Indigène, odeur de la terre qui redevient terre. Chair meurtrie, histoire en saccade d'une mémoire saccagée, chair sacrée,
lisière ébahie d'un réel aboli. Indigène. Une certaine manière d'accueillir la nuit, de faire foule avec les spectres, de faire monde avec les gouttes. Connivence secrète avec l'inouï du mythe lorsqu'il se flue de loin dans la charge intempestive des effacés d'en bas. Indigène. Fraternité non dite avec les ineffables. Mimétique à son ailleurs. Accueil indolent de quelques fragrances pigmentées qui raflent dans la délicate suavité délogée au creux des engourdis gifles espiègles et nonchalamment insolentes assénées au syncope factice. Indigène, dignité résistante, endurcie et presque pétrifiée par les assauts innombrables de toutes les humiliations assénées, rictus de vie crachés à la matrice de l'Empire. Amour séditieux, dérobé à l'aurore. Torpeur exquisément mutine, indigène, savoir ancestral déjouant par l'ici éprouvé le torse bombé de la République universelle, l'arme offerte aux fêlures abstraites, sourire triste, brandi à la face de la meute des savants. Indigène, aveu d'innocence. Inspiration exogène d'une modernité moribonde à suffisance, en creux de l'expiation endogène d'une humilité suturée de ses souffrances. Indigène, anarchie du crépuscule, coupable d'être, une anxiété logée aux commissures, stigmate toujours réinventé du servage insevré. Indigène, la grâce presque ironique de ce savoir en vie. Indigène, affilé des ombres. Indigène, capable de donner l'ordre de désobéir. Poreux, au secret du secret. Indigène, reflet éructé à l'indigence du commun. D'abord, on aimerait savoir s'il y a des questions dans la salle. Sinon, on va passer aux questions. Oui. J'ai une question. On voit en fait effectivement qu'une des pistes est dans une démarche globale, sauf qu'un des réflexes de l'humain est en situation de crise de se renfermer sur soi-même et de préserver ses acquis. On le voit en fait potentiellement sur des notions telles que le protectionnisme, la montée du nationalisme, le protectionnisme. N'est-ce pas en fait mission impossible d'allier les deux en fait finalement entre le fait d'avoir une démarche solidaire et un réflexe humain qui est vraiment de protéger ce qu'on a, quoi. Bah écoutez, je suis assez d'accord, et c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste. Voilà. Oui, on est en train de voir que ce qui se passe est ce que vous évoquez. Mon petit espoir, c'est que, vous savez, il y a on entend aussi parfois un peu cette posture cynique, qui n'est pas du tout ce que vous dites, hein, mais ce qui est souvent suggéré, à savoir, finalement, les extinctions, ça fait partie du cycle de la vie, quoi. Et voilà. Et donc, ce qui se passe en ce moment, ne pouvait pas ne pas se passer. C'était écrit, et c'est le destin, et c'est pas si grave. Et ça pourrait presque être vrai, ça, et être audible. L'ennui, c'est que je pense que les gens qui disent ça ont une vision très théorique de la chose. C'est-à-dire qu'on dit, bon, l'humanité va peut-être disparaître. Et tellement on le dit comme ça, moi je m'en fiche un peu, en fait. Effectivement, ça ne me fait pas pleurer. Mais maintenant, on le traduit. Et on le traduit, tes enfants vont peut-être mourir de faim. Et là, ça m'amuse beaucoup moins, en fait. Et je pense que le problème, c'est que quand on le voit avec cynisme, c'est parce qu'on ne le voit pas vraiment. C'est-à-dire c'est parce qu'on n'a pas vraiment intégré que c'est très violent cette histoire, en fait, que ces déplacements de population, ces guerres, ces famines, ces stress hydriques, etc., c'est des vraies personnes qu'on connaît, peut-être, pour certaines d'entre elles, c'est nos amis, c'est nos enfants, qui vont réellement se trouver en situation de détresse mortelle. Et une fois qu'on l'a dit comme ça, je pense quand même qu'on aurait énormément de mal à l'accepter comme étant inexorable. Une fois qu'on a dit ça, je suis assez d'accord avec vous que la réaction la plus probable, c'est effectivement le repliement sur soi, c'est de sauvegarder un petit périmètre de survie dans un environnement globalement dévasté.
c'est un peu triste parce que peut-être qu'il y a 40 ans, quand le rapport du MIT est sorti, on aurait été un peu sérieux, on aurait pu prendre les devants à une époque où on était encore en situation d'euphorie dans les pays riches, parce que les pays colonisés n'ont jamais été en situation d'euphorie. Moi, je me souviens, c'est pas du tout parce que c'est par chance, hein, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je me suis planté dans ma vie, mais au moins là-dessus, j'avais une bonne intuition. Et j'étais donc, comme vous l'avez rappelé, d'habitude je ne m'en vante pas, mais puisque vous avez rappelé que j'ai fait mes études à Neuilly-sur-Seine, au lycée Pasteur, vraiment on se moquait de moi, quoi. L'écolo de service, j'avais pourtant pas les cheveux aussi longs à l'époque, mais c'était quand même risible. Et là, on a un peu déconné, parce qu'on avait déjà les éléments pour anticiper à un moment où c'était peut-être faisable. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne sais pas trop comment ça va marcher. J'ai une question aussi, j'étais surpris que vous ne parliez pas de vitesse, c'est-à-dire notre rapport intime à la vitesse, et que décroître, ça veut peut-être dire aussi ralentir. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui avaient été écrites là-dessus dans les années 70, je pense à Illich, etc. Et ça n'apparaît pas dans votre discours. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est vrai ça que parce qu'on choisit vraiment, on choisit d'appliquer la vitesse à un certain nombre d'éléments qui sont quand même super factices. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'avais encore Facebook, j'avais je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, 200 000 abonnés, et donc là je pouvais mettre un message, et hop, effectivement c'était super rapide, je touchais 200 000 personnes instantanément, et quand j'écrivais des conneries d'ailleurs, des conneries au sens des choses un peu provocatrices, souvent c'était dans des journaux le lendemain. Je n'avais pas encore intégré moi que quand j'écrivais un truc sur Facebook, parfois ça se retrouvait dans le Figaro le lendemain matin, je n'avais pas encore bien compris comment ça marchait. Ok, donc c'était super rapide. Mais en même temps, maintenant avec un peu de recul, je me rends compte que ça avait un effet nul. C'était peut-être flatteur, parce que ça donnait une impression de pouvoir ou une impression de, comment dire, je sais pas, de capacité de modelage de l'opinion. En fait, c'est fou. La preuve, ça n'a absolument rien changé. Et donc, j'ai l'impression que la perte de vitesse que nous aurions par une décroissance matérielle n'est en fait qu'illusoire. Ça n'empêche pas de penser, ça n'empêche pas d'aimer, ça n'empêche pas de créer, pour l'essentiel en tout cas. Ça n'empêche pas de... Par exemple, les voyages. La plupart des étudiants, des gens en général, mais les étudiants en particulier, adorent les voyages. Sincèrement, ça m'agace un peu. Certains sont vraiment honnêtes et sincères et font ça bien, et là, je les respecte tout à fait. Mais honnêtement, la plupart du temps, c'est des voyages, ça dure 10 jours. Déjà, on retire le jet lag, etc. On en profite 4 jours. Et on fait quoi? On va s'instagrammer en selfie devant les monuments fondamentaux. Et après, les gens vous disent « Oui, mais c'est parce que j'aime l'altérité ». C'est des conneries, ça. Si vous aimez l'altérité, allez discuter avec votre voisin de palier. Vous allez tomber sur quelqu'un qui est d'origine maghrébine, qui est d'origine roumaine, qui est d'origine n'importe quoi. Rien que dans votre immeuble, vous l'avez, l'altérité. Vous avez des musulmans, vous avez des juifs, vous avez des chrétiens, vous avez des athées. Vous avez tout dans votre immeuble. S'il y a plus que 3 personnes, évidemment. Mais si vraiment vous aimez la télé, c'est pas la peine de faire 15 000 km. Franchement, ou alors vraiment, quand vous aurez épuisé l'altérité de Grenoble, bah, très bien, on en reparle. Mais même les gens qui aiment la nature, quoi. Enfin, franchement, on va aller voir des lions dans une réserve naturelle au Zimbabwe, alors qu'on ne connaît même pas les 5 espèces d'oiseaux qu'il y a dans le Vercors. Je pense quand même que c'est factice, en fait. Je crois, j'ai peut-être tort, mais que souvent, ce n'est pas une vraie soif d'accélérer ses connaissances. Je pense que c'est bidon. Que si vraiment ce qu'on veut, c'est avoir connaissance des autres rapports au monde qui existent, ben la preuve, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai jamais discuté avec un prof ou même avec un étudiant de GEM. Enfin, GEM, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom de cette école. Je veux dire, et après, je vais dire, c'est extraordinaire, je suis grenoblois, je ne connais rien en économie. Il suffirait que là, je suis sûr que vous seriez tous pour la plupart d'accord pour passer 1 heure à m'expliquer les bases, et je ne l'ai jamais fait. Donc, j'ai pas besoin, enfin, l'altérité, elle est là, quoi. Elle est dans ma ville, là, il y a des gens qui savent plein de choses auxquelles moi, je connais rien. Donc, je pense que si on voulait accélérer les choses, on n'aurait pas besoin, en fait, de toute cette débauche d'énergie. Si on était sincère, je crois. Je sais pas. Allez-y. Ce sera rapide. Lueur d'espoir par rapport à tout ça, parce que j'ai beaucoup aimé l'idée de la migration axiologique. Nécessaire pour ne pas devenir des troupeaux de 5G, mais de plutôt devenir autre chose. Pendant la pandémie, je crois qu'il y a eu des choses quand même au niveau de ce qui me donne l'espoir.
une certain nombre de défaillances ou de failles qui ont été exposées, surtout la politique. J'ai jamais entendu autant de scientifiques qui avaient des idées très intéressantes au niveau de la politique. Donc je crois que on n'a pas le temps, on a urgence, on n'a pas le temps de réformer la formation de nos politiques, mais vous avez tout à fait raison, ils sont incompétents aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer rapidement aller vers non seulement une dictature écologique, mais aussi une approche beaucoup plus scientifique? On voit qu'à tous les niveaux, ça déconne, que ce soit pour la pandémie, avec les médecins, ou même juste la compréhension de ce que c'est qu'une exponentielle. Personne ne comprend dans le gouvernement, ils ne comprennent pas. Donc moi, je pense que changer les valeurs, c'est aussi changer complètement le désir de qui nous gouverne et le système. Et ça, c'est là où je vois migration axiologique par rapport à ce qu'on veut nous, parce que c'est nous qui les élisons. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça, c'est un peu problématique parce que, en même temps, les frémissements ne sont quand même pas, je trouve, extrêmement positifs, sauf peut-être parfois au niveau municipal, etc. Ça reste des petites choses. Ça n'engage pas à grand-chose. Quand on élit un maire un peu bon, ok, mais c'est des changements tellement à la marge. Après, voilà, moi je pense que vous dites avec juste une nuance. Effectivement, c'est assez consternant de se rendre compte que souvent nos dirigeants n'ont pas les bases scientifiques élémentaires pour comprendre les phénomènes auxquels ils font face. Mais en même temps, une fois qu'on a posé le diagnostic, c'est quand même pas aux scientifiques de décider où on va. C'est ça que je veux dire. Et là, la question, elle demeure politique. Donc, ce qui me gêne simplement, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, si au gouvernement, il y avait d'éminents scientifiques capables de poser les bons diagnostics, ça ne suffirait pas. En fait. Il faudrait que ce serait une condition nécessaire, mais non suffisante d'une mutation drastique. Et pour parler de dictature écologique, j'ai un ancien étudiant qui a fait une analyse un peu effrayante, mais intelligente, c'est le problème, qui dit en fait la seule façon, bon, il y a beaucoup lu Hegel, donc ceci explique cela, que les choses bougent dramatiquement, c'est de mettre sa vie en danger. Alors évidemment, il ne compte pas poser des bombes, il compte faire une grève de la faim avec un groupe de personnes en allant vraiment au bout et en demandant l'instauration d'une révolution écologique. Alors, je suis très embêté parce que, à titre personnel, j'aime beaucoup cette personne et j'ai bien peur qu'il le fasse pour de vrai, en fait. Donc, j'essaye de le dissuader parce que je n'ai pas envie qu'il meure. Donc, je lui dis non, ne le fais pas, parce que ça ne va pas marcher. On ne l'aura pas, cette révolution écologique, même avec votre grève de la faim. Donc, il ne faut pas le faire. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de mettre des vies en danger, mais de mettre les siennes, du coup, ce n'est pas du terrorisme, ce n'est pas condamnable du point de vue éthique, est probablement assez efficace. Le rapporteur du gouvernement. Il est 20h, c'est l'heure de fermer, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. J'avais fait comme ça. Bon, alors moi, je suis un peu partagé. Je ne lui dis pas le faire parce que j'ai peur qu'il meure, et ça, je ne le veux pas. Et en même temps, l'idée a quand même du sens. On arrête, c'est ça qu'il a dit, monsieur. Juste pour une dernière question du public, est-ce que vous auriez peut-être quelques livres, vous parliez tout à l'heure de lire, quelques livres à conseiller à nous conseiller? Oui, alors je vais faire une réponse inattendue. Il y a plein de bons livres d'écologie. Il y en a plein maintenant. Et donc, c'est super, on peut les acheter, ils sont tous intéressants parce qu'ils ont des axes différents. Mais moi, je vous conseille de lire plutôt de la poésie. Parce que, en fait, même les livres d'écologie prennent le problème frontalement. Et le plus vital en ce moment, à mon avis, c'est en fait d'inventer des modes d'être auxquels on n'avait même pas encore pensé. Et je suis sûr que lire aujourd'hui de la poésie, c'est en fait encore plus efficace en termes de matériaux permettant une déconstruction fondamentale que lire de la théorie écologique. Alors, sur quelle poésie, je ne vais pas me prononcer. Dans les poètes vivants contemporains, j'aime beaucoup Jean-Philippe Casier, j'aime beaucoup Mathieu Brosseau. Dans les morts, je ne me lasserai jamais de Pasolini, Genet, Artaud et Sénac. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Aurélien Congo de venir partager avec nous sur plein de... Et vous prêtez à des exercices un peu compliqués aussi, notamment la poésie.
Je remercie beaucoup mon débat pour avoir été tellement chaud et super préparé. Bravo. Et je tiens aussi à remercier notre comité Sustainability qui me soutient moralement et émotionnellement et fait en sorte que j'aime réfléchir très fortement à ces questions. On est une communauté de gens qui vous accueillir ce soir. Bon, merci beaucoup. Merci de votre accueil, c'était vraiment très, très sympa. Merci beaucoup.